Moi, je l'ai connu et je vais témoigner plutôt sur le début, puisque même si je l'ai suivi, je continue à suivre son parcours parce que c'est un pote et que je suis à nouveau, j'ai un respect profond pour ce qu'il est, ce qu'il représente dans l'entrepreneuriat. Il fait bouger les lignes, il fait du bien dans l'entrepreneuriat français parce que entreprendre en France, en effet, c'est pas toujours bien perçu. Soit ça marche et on gagne beaucoup d'oseille, beaucoup d'argent et donc on est mal perçu. Soit ça rate et auquel cas on est dans l'échec et c'est mal perçu. Donc la vie d'entrepreneur en France, c'est compliqué, hein. Et puis j'en passe des vertes et des pas mûres. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voilà dans un nouvel épisode de la folle histoire de BIM.com. Je ne sais pas si vous avez suivi tous les épisodes qui sont en ce moment même en podcast sur n'importe quelle plateforme de podcast de votre choix qui s'appelle la folle histoire de BIM.com. Allez voir, c'est une belle histoire que je raconte sur une période que j'ai vécue entre 2011 et 2015. Et pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes, il y en a beaucoup qui me relancent en me disant c'est quand les prochains. Il y a quelques sujets que je vais aborder dans 2-3 nouveaux épisodes sur la folle histoire de BIM.com que j'ai pas encore pris le temps pour les enregistrer. Mais dernièrement, un ami qui s'appelle Jacques Vergniaud est venu me voir en me disant hey, j'ai envie de témoigner pour toi, est-ce qu'on peut enregistrer un épisode là-dessus sur cette histoire. Et donc Jacques est un ami et est un consultant stratégie de développement, quelqu'un de très intelligent qui maîtrise son métier et ce sujet. Et à l'époque, on devait être associé sur BIM.com. On aurait peut-être dû ou pas, ça on le saura jamais. Mais à l'époque, on avait commencé la folle histoire de BIM, enfin l'histoire de BIM avec moi et un autre associé, et il est venu en essayant peut-être de nous rejoindre. On a discuté pendant longtemps et à la fin on s'est pas entendu. Mais peu importe, on est toujours restés potes et il a vu la création de BIM et bien sûr la fin de BIM. Et donc aujourd'hui il a voulu venir me rendre visite et venir sur cette période en essayant de dire ce qu'il avait à dire là-dessus. Donc l'épisode commence maintenant, je vous présente Jacques Vergniaud. À tout de suite. Alors une des choses les plus marrantes dans cette histoire, lorsque je vous raconte la folle histoire de BIM.com, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez regarder la vidéo, parce que tout est filmé et je la remettrai dans la plateforme pour que vous puissiez regarder le live, les interactions, mon visage qui va se décomposer quand il va me dire un truc qui va pas me plaire. Ça, c'est ce qui va être marrant dans les vidéos. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est qu'il s'est passé depuis 6 ans. 6 ans il s'est passé. Et ça fait partie des épisodes que je suis en train d'enregistrer, que je vais bientôt balancer sur cette histoire. Et sachez aussi que j'ai un projet énorme d'en écrire un livre, parce que au final, c'est la raison pour laquelle j'ai fait tout ça et que j'ai enregistré ça en podcast. Je pense réellement que mon histoire, qu'elle soit vue pour certains comme un échec et pour d'autres comme un succès, pour moi c'est un succès absolu, ça va donner la possibilité aux gens d'abord de ne pas faire les erreurs que j'ai faites, mais ça va aussi changer, je l'espère, l'état d'esprit de pas mal de gens. Je sais que depuis que j'ai enregistré cette série de podcasts, il y a énormément de personnes qui l'ont écouté, énormément. Je parle de milliers de personnes qui ont écouté cette série. Il y a des gens qui me détestaient avant et qui m'aiment aujourd'hui parce qu'ils ont vu ça. Il y a des gens qui me détestaient avant et qui me détestent toujours, mais par contre, ils me respectent. Et ça change toute la donne. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas cette histoire et pourtant, c'est une histoire importante. Et je pense que tout le monde peut faire ce que j'ai fait, en bien ou en mal. Tout le monde est capable de réussir. Pour moi, c'est une grosse réussite. Mais c'est même pas ça qui est important. C'est que pour beaucoup de Français, pour la majorité des Français en France, échouer, c'est une tache noire sur la vie de quelqu'un. Et ça, je ne le supporte pas, je l'ai vécu. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai vécues à la suite de la fermeture, justement, de BIM. C'était que les gens ne me regardaient pas de la même manière. Lorsque j'étais millionnaire et lorsque j'étais au top du monde, personne ne me regardait de la manière dont on m'a regardé quand ça a été fermé. Quand j'ai fermé, les gens disaient « T'as vu, t'es nul, t'as planté une boîte. » Ouais, j'ai planté une boîte, mais j'ai quand même construit une boîte. Tu te rappelles pas de ça? Tu te rappelles pas que j'ai fait des millions hier? Tu te rappelles pas que j'étais au top du monde? Les gens, ils s'en foutaient. Et la seule chose qu'ils attendaient, c'est que je me casse la gueule et qu'ils puissent m'écraser. Et ça, c'est un truc qu'on vit. Tu vois, quand on est entrepreneur, c'est important de savoir que ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. J'espère pas que ça arrive pour tout le monde, mais il fallait aussi voir l'envers du décor de l'entrepreneuriat et savoir comment surmonter ça. Ce que j'essaye de raconter, y compris aujourd'hui, je sais pas ce qui va se passer. Il y a rien de préparé avec Jacques et moi, il y a rien. Je vais le laisser parler, je vais le laisser s'ouvrir, je vais laisser dire ce qu'il a envie de dire par rapport à la période qu'il a vécue avec moi. On va raconter un peu, on va s'ouvrir. Mais l'idée, c'est que quand un entrepreneur crée une boîte, ça commence par une idée. Des fois, on a l'argent, des fois, on n'a pas l'argent pour le créer. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Et c'est pas grave. On peut monter des trucs et que ça cartonne et ça déchire. On peut monter des trucs et ça explose en plein vol. Tout est OK. Il faut accepter le fait que l'entrepreneuriat, c'est on joue, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et on recommence. Et moi, je suis l'exemple
parfait de ce truc-là. Et je voulais raconter cette histoire. Parce que c'est pas normal qu'on voit sur le net, matin, midi et soir, des gens qui sont toujours successful. Ils ont des Ferrari, des Lamborghini, tout va bien, alors qu'on ne connaît pas du tout si c'est vrai ou pas. Moi, je dis c'est vrai. Voilà, j'ai gagné, j'ai perdu, je raconte l'histoire et je gagne aujourd'hui et je raconte cette histoire tous les jours. Aujourd'hui, vous voyez le logo d'Erama Capitch, ben, vous voyez aussi le logo tous les jours IBS Formation, vous voyez aussi Expert Viager, vous voyez plein de choses qui sont passées les 6 dernières années. J'ai pas chômé, c'est pas parce qu'on ferme une boîte qu'on s'arrête. Non, on ferme une boîte, on recommence à zéro et on repart avec l'énergie qu'il faut pour pouvoir développer et ne jamais rien lâcher, ce que je répète au quotidien. Bon, fini l'introduction, la folle histoire de BIM.com, c'est un nouvel épisode qui se tourne aujourd'hui et j'ai mon invité qui s'appelle Jacques Vergniaud. Jacques, juste avant que tu commences à raconter ta vision des choses et ta version des choses, présente-toi pour que les gens connaissent. Alors d'abord, bonjour à tous. Merci Daniel de m'inviter. C'est vraiment très fièrement que je viens pour raconter un peu ma vision des choses de la folle histoire de BIM. Je suis un ancien consultant de stratégie de développement. Je dis ancien parce qu'actuellement, je gère une grosse entreprise, une grosse PME. Je continue à tout de même accompagner un certain nombre d'entrepreneurs. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, en tant que consultant essentiellement. J'ai mené plus d'une cinquantaine de projets de transformation, à la fois pour des petits projets de petites PME qui cherchaient justement à prendre place sur le marché, mais également pour des grands groupes, des groupes du CAC 40. Je suis intervenu plutôt sur des problématiques de marketing et de commerce, de vente, d'optimisation de vente. J'en ai un petit peu parlé ce matin, puisque c'était un peu l'objet de mon témoignage. Hein. J'ai décidé de venir toute une journée avec Daniel vous raconter un peu certaines problématiques. Et donc là, on est ensemble pour que je vous raconte un peu je fasse un peu le témoin. Ouais, ton point de vue. Voilà, le témoignage d'un acteur qui est intervenu. Alors moi, je suis intervenu. Alors juste une chose, Jacques, pour te prévenir, j'ai oublié de te dire, Ouais. on cite pas de nom. Zéro on nom. va pas citer de nom. Non. Je vais essayer d'être On, on dit les postes. Voilà. Comme ça, on évite les problèmes voilà. au tribunal demain. Bon, non. Je vais faire soft. De toute façon, c'est pas du tout l'objectif. Bon, j'espère que vous retiendrez 2-3 choses de mon témoignage. Moi, j'interviens souvent pour les auto-entrepreneurs, les entreprises qui se créent souvent très en amont. Et c'est comme ça que j'en suis venu. Bon, je connaissais Daniel, d'autres sur d'autres dis-leur la vérité. d'autres environnements. En fait, on est l'un et l'autre joueurs semi-professionnels de poker. Donc, on s'est connus comme ça. On a eu d'ailleurs une aventure business dans le monde du poker, puisque Daniel avait initié un projet et je l'ai accompagné tout le long du projet, qui n'a pas duré longtemps pour des histoires à cause de problèmes réglementaires. C'était poker relax. On faisait des massages dans les cercles de poker. Ça a cartonné, ça a bien pris, et hélas, la réglementation nous a rattrapés puisque le ministère de l'Intérieur et les libertés publiques n'autorisent pas ce type d'activité. Bon, bref, ça c'est l'histoire. Bon, il se trouve que voilà. C'est comme ça que ça a commencé entre nous, ou ça s'est super bien passé? Exactement. Alors, il se trouve que le feeling, c'est très important dans l'entrepreneuriat, et la complémentarité. Il se trouve que, vous le verrez, on a des profils assez différents, on est des entrepreneurs très 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 différents, et c'est pour ça que je suis ravi d'être parmi vous et vous raconter mon témoignage, parce que j'ai un respect très profond pour Daniel, parce qu'on a des profils radicalement différents, et je pense que c'est l'état brut mais brut au sens... Ouais, c'est vrai qu'il est imposant, Daniel, mais l'état brut de l'entrepreneur. C'est vraiment entreprendre, c'est être fougueux, c'est être créatif, c'est mobiliser aussi les ressources, c'est avancer. Et c'est vraiment ça la définition de Daniel. Moi, j'essaye de donner des métaphores. J'aime bien les métaphores pour que tout le monde nous comprenne. Daniel, c'est un typhon. C'est-à-dire, voilà, on pourrait dire bulldozer, mais moi, je pense que le typhon le représente bien. C'est-à-dire que ça y va. Hein, ça y va, c'est l'entrepreneur qui est prêt à prendre des risques. Et c'est là où je dis que moi, l'entrepreneuriat, je suis beaucoup plus réservé sur cette définition, même si pour moi, c'est la définition brute de l'entrepreneur. Et je pense qu'il l'incarne totalement. Mais l'entrepreneur, vous avez différents types d'entrepreneurs. Vous avez les entrepreneurs qui créent quelque chose au sein même de leur entreprise. Vous avez des entrepreneurs dans le milieu associatif. Vous avez des entrepreneurs qui sont plus des gestionnaires. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Le but du jeu d'entreprendre, c'est de créer, mais surtout de créer dans la durée.
Et là, pour le coup, je serais beaucoup plus nuancé, puisque Daniel, oui, c'est vrai qu'il est monté très haut et il est redescendu très très vite, même s'il a eu de très très belles années. Alors moi, je l'ai connu, et je vais témoigner plutôt sur le début, puisque même si je l'ai suivi, je continue à suivre son parcours parce que c'est un pote et que je suis à nouveau, j'ai un respect profond pour ce qu'il est, ce qu'il représente dans l'entrepreneuriat. Il fait bouger les lignes, il fait du bien dans l'entrepreneuriat français parce que entreprendre en France, en effet, c'est pas toujours bien perçu. Soit ça marche et on gagne beaucoup d'oseille, beaucoup d'argent et donc on est mal perçu. Soit ça rate et auquel cas on est dans l'échec et c'est mal perçu. Donc la vie de l'entrepreneur en France, c'est compliqué, hein. Et puis j'en passe des vertes et des pas mûres. C'est la réglementation, la fiscalité, etc. etc. L'État n'est pas toujours très bienveillant avec nous. Même si on a l'impression ces dernières années, on ne va pas faire de politique, ces dernières années, c'est un peu mieux. Mais néanmoins, c'est le parcours du combattant, de l'entrepreneur, il existe en France. Et là, j'ai un profond vraiment respect à nouveau, et je vais arrêter de dire ce mot parce qu'il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête. C'est bon, elle est déjà assez grosse comme ça, t'inquiète, tout va bien. Il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête parce que évidemment, je vais être beaucoup plus, je vais mettre des bémols dans tout ce que je dis. Mais tu sais que tu es là pour ça, en fait. Non, mais c'est pas facile. La vie d'entrepreneur, elle n'est pas simple. Daniel, il avait sur ses épaules beaucoup de choses. Au début, parce qu'il y avait du risque. Et puis après, il avait des salariés. Et ensuite, il avait un réseau important. Il fallait tout gérer. Et dans la structuration, pour pouvoir grandir, c'est pas toujours évident qu'on est entrepreneur, qu'on n'est pas forcément toujours très bien entouré. Et je vais pas donner de nom, bien évidemment, parce que c'est plus compliqué, évidemment, qu'il n'y paraît, hein. Les choses ne sont jamais blanches et noires, il y a toujours un peu de gris là-dedans, mais l'entourage, c'est vraiment important. L'entourage même personnel, hein, dans sa vie personnelle, c'est compliqué. Et donc, je pense que Daniel, il a porté beaucoup de choses sur ses épaules. Et puis surtout, c'est là où j'ai un respect aussi profond, c'est qu'il il a été résilient, c'est-à-dire il s'est planté et il a reconstruit quelque chose et il est reparti de l'avant. C'est là où je dis chapeau bas, même si voilà, il a eu des jours de gloire et des jours un peu moins bons. Donc voilà, là c'est on va dire l'introduction. Donc moi je l'ai connu au tout début lorsque on a amorcé le projet. Alors je dis on, c'est lui, hein, moi j'ai rien fait si ce n'est l'aider ici ou là sur des problématiques marketing, des visions de son offre, des façons aussi de structurer. Parce que je le dis dans les formations d'ailleurs que je réalise dans le secteur de l'entrepreneuriat, entreprendre, certes, c'est bien beau d'avoir une belle idée, c'est bien beau de rêver. Après, il faut exécuter. Et l'exécution, ça passe par des process, ça passe par de la rigueur, rigueur financière, mais rigueur même en termes de projet. Il faut monter step by step et pas partir dans tous les sens. Et ça, c'est clair, c'est un des défauts de Daniel, c'est comme c'est un typhon. Que ça part dans tous les sens, il a du talent pour mettre en œuvre, mais parfois, voilà, il faut le canaliser, il faut... Alors, on parle de 2011. On part de 2011, mais 2011... Il s'est passé 10 ans. Alors, voilà, il y a 10 ans qui sont passés. Moi, je connais le début, je connais aussi un peu le milieu, même si j'étais moins dedans. Mais c'est vrai que Daniel, il a une idée à la minute, donc il faut le canaliser. Parfois, même souvent en plus, c'est des bonnes idées. Le problème, c'est il faut pouvoir gérer les ressources, il faut pouvoir gérer les moyens, il faut gérer les priorités, il faut progresser step by step parce que sinon, on est rattrapé par son succès. Et c'est un peu ça, le rattrapage du succès, c'est un peu ce qu'il a connu. Alors, je fais court parce que sinon, on va passer 5 heures. Visiblement, Daniel a fait plein d'épisodes, j'en ai vu quelques-uns. On pourra en parler des centaines d'heures. Bon, là, on a 1 heure ensemble, donc on va essayer de faire court. Mais moi, ce que je retiens, c'est donc le typhon, l'homme créatif, avec une idée à la minute qu'il fallait canaliser. Et là, c'est vrai, j'ai certaines compétences de méthode puisque je suis un ancien consultant, 20 ans d'expérience. J'ai travaillé avec des grands chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. J'ai travaillé avec des chefs de projet, des opérationnels, des entrepreneurs, donc des grosses entreprises, des petites structures, etc. Donc je sais à peu près ce que je sais faire, c'est être un peu une éponge. C'est comme ça que je me définis aussi en tant que consultant. Un consultant, c'est une éponge, c'est-à-dire il absorbe, il écoute, il absorbe ce que dit le client. Et donc là, en l'occurrence, c'était Daniel, écouter ce qu'il avait en tête pour pouvoir le synthétiser, etc. Et donc Daniel, la difficulté aussi, c'est qu'il est très difficile à gérer.
C'est un typhon. Donc le Je vais me faire typhon, descendre, non, mais il est très Vas-y, difficile lâche-toi, à lâche-toi. gérer. Qu'est-ce que je t'ai dit au départ? Lâche-toi, dis ce que tu as envie de dire. Non, mais je dis Dis ce que t'as envie. absolument, il n'y a pas de. En plus, Pas de tabou. sincèrement, il n'y a pas de tabou d'une part, hein, et puis d'autre part, je me sens suffisamment libre. Non, mais je vais essayer de dire des choses. Bah, qui t'as sont pas vu les deux structurelles. rousses qui t'attendent dehors, mais vas-y, tu peux. Non, mais si tu veux, en plus, c'est pas du tout préparé. Donc, on est vraiment en live, situation de live. Donc, je vais pas te faire des fleurs. Je t'en ai déjà fait pas mal. Je t'ai dit que t'étais quand même. C'est bon, très merci, créatif, j'accepte. voilà. Et il faudra que tu refinisses Alors, avec des fleurs pour bien apaiser la T'inquiète chute. pas. Donc, non, parce que à nouveau, je le redis, il y a un respect profond. C'est pas évident d'être entrepreneur. Moi, je suis une dizaine d'entrepreneurs comme ça. Sur le long terme, à peu près une dizaine, et puis sur le court terme, je suis 2-3 opérationnellement, hein, parce que je suis pas un actionnaire dormant. J'aime bien être dans les business, les comprendre et aider les entrepreneurs. Mais bon, je me limite à 2-3 parce que bon, les journées sont que de 24 heures. Et au bout d'un moment, on explose en vol. Mais par contre, sur la durée, j'ai un petit portefeuille d'entrepreneurs avec des profils très, très, très variés qui n'ont rien à voir. Donc, Daniel est, on va dire, la quintessence, je vous ai dit, pour moi, l'entrepreneur brut. C'est-à-dire que c'est vraiment le gars qui peut aller très, très loin, qui a une vision, qui a un rêve. Et c'est très important dans l'entrepreneuriat d'en avoir et pas être un petit comptable, même si j'ai beaucoup de respect pour les comptables, j'ai beaucoup de respect pour les financiers, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais ce pas des gens forcément qui font rêver, qui rêvent Lui, on va dire que l'entrepreneur brut, c'est une personne qui veut révolutionner un secteur, qui veut révolutionner la vie, on va dire, des citoyens. Et Daniel voulait révolutionner le secteur de l'immobilier. Donc forcément, déjà, quand vous démarrez là-dessus et que vous êtes là pour casser le marché, bah, vous ne faites pas que des amis. Hein. Forcément, le marché en place, les concurrents, ils vous disent pas, oh là, ils se disent, mais c'est qui ce gars? Il m'attendait pas, mais il voulait pas de moi. C'est qui ce typhon, hein? Pour ça que l'exemple du typhon est bon. Il arrive, il est assez puissant. En plus, il a une certaine carrure. Hein. Daniel, c'est pas le gringalet, donc il arrive. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, il est direct. Hein. Je pense que vous le connaissez si vous écoutez ses émissions. C'est pas le gars qui fait des circonvolutions et puis des petites courbettes à droite à gauche pour essayer d'être diplomate. C'est le gars, boum, il est direct, il y va, il est cash, straight to the point. C'est vraiment un vrai entrepreneur. Alors là où je reviens sur les bémols que j'émettais tout à l'heure, avant d'avoir la pression du grand Daniel, disons que c'est quelqu'un qui est difficile à canaliser. Donc lorsqu'il faut aussi canaliser un entrepreneur, il faut aussi qu'il accepte d'être canalisé. C'est ça la difficulté quand on a quelqu'un de très charismatique qui est un peu un gourou ou qui est quelqu'un qui est voilà, il connaît ce qu'il veut, il sait comment il va y aller. Quand on lui dit il va falloir le faire dans ce sens-là, il va falloir peut-être faire attention de commencer à le brider, c'est là où c'est pas facile parce que si on bride, on va dire un entrepreneur brut ou un animal sauvage, si je puis dire, même si l'animal sauvage, hein, c'est un guépard, on va dire c'est un guépard. Parce que les gens ils vont croire il est agile. Juste un buffle. Non, parce que sinon j'aurais dit, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont ce que j'appelle des bulldozers. Et je pense que le bulldozer, la différence, hein, les bulldozers, ils sont très processés, c'est-à-dire qu'ils ont des process, ça avance, mais c'est très cadré. Toi, justement, tu as une agilité pour passer d'une idée à l'autre, etc. Les process, tu es plutôt quelqu'un qui aime l'oral. Tu es un homme de l'oral. C'est bien de commencer à écrire les process, de les rédiger. Alors moi, en tant que mon consultant, vous imaginez, là, c'est la confrontation entre l'oral et l'écrit. C'est vrai qu'à l'époque, quand on s'est rencontrés, d'abord, quand on regarde BIM à la fin, c'était une énorme boîte. Une boîte énormissime. Mais à l'époque de 2011, même si aujourd'hui on est 10 ans en arrière, à l'époque j'étais jeune en réalité. D'abord j'étais jeune, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'en avais 37 à l'époque, et j'étais jeune en termes de taille de boîte. C'était la première plus grosse boîte que j'ai pu créer de ma vie, et c'était énorme. Mais au départ, c'était tout neuf. L'idée était grandiose. Il y avait déjà du monde qui y bossait quand toi t'es arrivé, quelques-uns, il n'y avait pas une tonne, mais on bossait déjà beaucoup d'heures pour créer le truc. Et la vision était dans ma tête, elle n'était pas dans la tête de tout le monde, et j'avais beaucoup de mal à expliquer pourquoi ça allait marcher, pourquoi ça allait réussir. À chaque fois qu'on avait des conflits, toi et moi, c'était justement sur ce genre de choses. Et
Tu vois, une des choses que tu m'avais dites qui était bien sûr ultra pertinente, et d'ailleurs, c'est ça qui a fait aussi que j'ai réussi à développer le truc, c'est d'être capable de modéliser le système et d'être capable de mettre les choses en place et des process. Même si je ne suis pas parti à fond là-dessus parce que j'avais un associé qui, lui, était censé s'occuper justement de ces différents process et des différentes choses à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on avait des conflits là-dessus parce que toi, tu viens d'un monde qui est un peu différent du mien, où tu regardes les choses déjà faites et tu essaies de les remodeler, tu essaies de les mettre un peu mieux en Alors, place. je te coupe, Daniel, parce que c'est moi qui fais le témoignage. Vas-y, Non, mais ce que je voulais dire, c'est... vas-y. Tu as tout à fait raison. Hein. De toute façon, il y avait un choc de culture, très clairement. Néanmoins, je savais déjà, pour être passé dans des grands cabinets anglo-saxons qui délivrent, hein, qui ne font pas que de la strat, type le Boston Consulting Group, ou on va donner 3 marques, hein, puisqu'on va être après derrière attaqué de concurrence déloyale. BCG ou Bain, ou vous voyez, des cabinets de strat pure qui sont plutôt, même s'ils ont changé hein, depuis, mais qui font de la strat pure. Moi, je viens de cabinets où on délivre. C'est même le slogan d'Andersen Consulting, puisque je viens d'Andersen Consulting qui est devenu Accenture. Puis après, derrière, j'ai monté ma propre structure de conseil. J'ai toujours été dans le delivery, c'est-à-dire qu'il faut délivrer, il faut être opérationnel, il faut exécuter. Donc, ce n'est pas que du blabla. L'important, et on s'en aperçoit, 9 entreprises sur 10 se plantent, non pas parce que l'idée est mauvaise, mais souvent parce que l'idée est mal exécutée. C'était toujours des problèmes d'exécution. On va dire dans la majorité des cas, c'était des problèmes d'exécution. C'est pour ça que moi j'ai insisté quand on s'est connus sur la bonne exécution. Et la bonne exécution passe en effet par des process. Tu l'as dit, l'entreprise a grossi à la vitesse de la lumière. Et avoir des process, c'est sécuriser plein de choses. Et ça n'a pas, à mon avis, pas forcément été très bien fait. D'ailleurs, Ça a été mal fait, pour être clair avec toi. Ça a été mal fait, mais c'était difficile de le mettre en place. Mais pour moi, l'exécution n'était pas uniquement... Enfin, l'exécution, elle doit être dans l'esprit, dans la culture de tout le monde, pas d'un seul. C'est pas c'était à lui de faire, c'est à nous tous de faire. L'exécution doit passer par tout le monde. Je pense que c'est ça aussi qui a manqué, parce que toi, tu étais beaucoup plus que dans l'idée, puisque tu n'étais pas que dans l'idée, tu étais aussi dans l'exécution du produit, mais tu étais dans le métier, ce que je dis. Oui, c'est-à-dire que c'était toi, je passais mon temps à communiquer, à recruter des gens, à les former, à les coacher et à les suivre. Alors qu'il y avait une autre partie dans ce métier-là, qui était toute la partie administrative, financière, qui était complexe. Tu étais monsieur immobilier, tu avais une certaine reconnaissance du marché, puisque quand même c'est un secteur que tu connais très très bien. Et tu avais délégué, en effet, la partie d'exécution dite fonctionnelle, on va dire le travail un peu, qui est un peu chiant, hein, il faut l'avouer, c'est moins rigolo, mais qui est essentiel pour pouvoir progresser. Donc c'est ça sans doute qui a manqué. Après tu dis la boîte était très grosse. Là, je mets aussi un bémol. La boîte était très grosse, c'est vrai, parce qu'elle a surtout grossi très vite. Oui, mais elle n'était pas très grosse. Elle aurait pu monter à 200, 300, peut-être 1 milliard, 300 millions, 1 milliard. Oui. Elle aurait pu monter beaucoup plus. Moi, j'ai suivi un entrepreneur que je suis, que vous connaissez, je vais donner le nom, parce que là, on peut le dire. C'est Guillaume Richard, qui a créé le groupe O2. Moi, j'étais beaucoup dans les services à la personne. À un moment donné, c'est un secteur qui m'a passionné. C'est un entrepreneur qui est de ma promotion, donc enfin, il est de la promotion d'au-dessus, mais que j'ai suivi de début. Je l'ai aidé, puisque j'ai fait une mission de conseil pour lui assez petite, mais je l'ai aidé même dans la réflexion du groupe O2. O2, au départ, c'était une boîte, mais ridiculement petite. C'était même, ça s'appelait Unipol, c'était à Lille, c'était tout petit. O2, maintenant, aujourd'hui, a 18 000 salariés, fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, a levé je ne sais combien de millions d'euros. C'est le numéro 1 européen du service à la personne. Donc en fait, il vous place des femmes de ménage, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, des auxiliaires de vie, etc. Il a réussi à structurer un marché qui était très éclaté, très émietté. Alors il a encore du boulot, mais ce mec-là, il rêve comme un fou, puisqu'il veut être le leader mondial sous 30 ans. Donc, 30 ans, c'est pas tout de suite, mais c'est un gars qui rêve, un peu comme Daniel, c'est un fou, on va dire. Le mec, il écoute au début, putain, je vais être le leader mondial du service à personne. Alors que le mec, au départ, il travaille dans son... je me rappelle, c'est un gars qui a démissionné, il était chez Relais H, il a démissionné, il a créé son truc quasiment dans sa cave, avec un copain, 2 copains, bref, c'était tout petit, et il rêvait comme Daniel. Par contre, c'est un gars, un pro du pot, du marketing, mais aussi des process. Et il a processé tout. Tout est procéduré.
Il a un centre d'appel au Mans qui fait 300 personnes. Enfin, c'est une machine de guerre. Le mec, il grossit, il fait 20% tout le temps. Et je reviens donc sur Daniel, puisque le but, c'est le témoignage de BIM. Donc on va pas parler de Guillaume Richard, mais j'ai d'autres exemples comme ça pour avoir vu un certain nombre d'entrepreneurs progresser. Ce qui a manqué selon moi à BIM, même s'il y a plein d'autres sujets que je n'ai pas, je ne suis pas dans les détails, etc. Je pense que c'est vraiment, vraiment bien prendre le temps avant d'accélérer, d'avoir les process bien en place. Et de ne pas accélérer trop vite au niveau business, même si je comprends qu'un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est augmenter son chiffre d'affaires. Mais quand on n'est pas bien en place ou on croit l'être, mais c'est pas complètement carré et solide, on prend des risques qui sont divers, parce qu'après, derrière, on peut être court-circuité, surtout dans un métier comme le tien, Daniel. BIM, c'est quand même de l'intermédiation, où finalement, tu crées un réseau pour lui apporter un certain nombre de services à valeur ajoutée, pour qu'il soit plus capable de vendre des biens immobiliers. Donc, création de réseau, finalement, tu faisais une sorte d'intermédiation. Oui, mais à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, c'était 2011. Les réseaux sociaux n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui. C'était un peu... Facebook existait, mais on ne l'utilisait pas comme on l'utilise aujourd'hui. La vidéoconférence, ça venait de naître. La technologie, elle était avancée, il y en avait un peu, mais c'était pas au top du top. Et les connaissances que j'avais, elles étaient pas faites pour créer un réseau énormissime. En fait, c'était même pas l'idée de base. L'idée, c'était même pas ça. L'idée, c'est d'avoir quelques négociateurs un peu partout en France qui me permettent d'amener des affaires à des investisseurs, des marchands de biens que j'avais au départ. Au départ, c'était ça. Et au fur et à mesure, ça s'est développé sur autre chose. Et après, comme il y a une expression qui dit on est victime de son succès, d'une certaine manière, la proposition que j'avais faite au départ, la promesse que je promettais aux négociateurs en termes de rémunération, en termes d'accompagnement, etc., elle a plu beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu. Et en fait, j'avais même pas prévu que ça plaise. Ouais, C'était pas prévu. Vas-y, bien sûr. Si je peux me permettre, Daniel, là encore, c'est toi le chef d'entreprise à cette époque. C'est à toi d'impulser, c'est à toi de donner le tempo. Oui. Moi, je vois, là, je suis dirigeant d'une boîte, c'est moi qui donne le tempo. Quand je sens que les équipes, elles décrochent ou que ça va plus, ben, je ralentis, je reviens en arrière, je fais un pas de côté. Toi, comme tu étais un typhon, et tu l'es toujours un peu, parce que tu as cette personnalité qui a énormément d'avantages, c'est que c'est quand même vachement intéressant. Par contre, le problème du typhon, c'est qu'il faut pouvoir le cadrer. Il faut pouvoir savoir ralentir, parce que sinon, tu broies tout le monde autour de toi et les gens ne te suivent plus, quoi. Et donc, ce tempo, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles choses qui t'ont entraîné vers une augmentation du chiffre d'affaires, c'était à toi, quelque part, et puis avec ton équipe de dirigeants, de contrôler, de cadenasser, de ralentir, de processer. Alors, le mot n'est pas très joli, mais en français, on va utiliser des termes français. Il fallait véritablement créer de la procédure, créer des éléments, des consignes, des règles, pour que tout soit cadré de bout en bout. Alors ça, c'est le premier élément, je dirais, qui selon moi, a créé un peu la panique un peu plus tard. L'autre point, c'est tu es quelqu'un qui a le talent que je t'ai déjà concédé. Répète-le, s'il te plaît. Tu es talentueux, tu connais ton métier, etc. Mais par contre, il y a une contrepartie. C'est la contrepartie, c'est que il faut laisser vivre aussi les personnes qui sont autour. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on n'a pas réussi à faire affaire ensemble. Parce que finalement, tu n'avais pas besoin de moi. C'est-à-dire que le problème, c'est que pour réussir ensemble et pour créer, il faut que la mayonnaise prenne. La mayonnaise, non, c'était pas que j'avais pas besoin de toi. C'était pas ça. Non, à cette époque-là. C'était que le début, c'était trop tôt. C'était un peu tôt. Je sais, mais si j'étais arrivé plus tard, je suis pas certain que ça aurait pu pour moi par rapport à mes. Bref, mais on va pas refaire l'histoire parce que c'est pas non plus l'enjeu, mais je veux que les auditeurs comprennent un peu la mécanique dans l'entrepreneuriat. C'est dans l'association, puisque on a failli être associés, il faut que la mayonnaise prenne. C'est pas qu'une mayonnaise relationnelle, parce que la relationnelle, c'est bien, c'est intéressant. Moi, j'étais attaché par ta personnalité, par la complémentarité, etc. Donc, il faut que la mayonnaise prenne au niveau relationnel, mais je viens d'en parler, il y a la complémentarité de compétences. Et la complémentarité de compétences, et on va dire le respect mutuel, au sens pas que tu ne me respectais pas, mais à cette époque, tu pensais que le plus important, c'est ce que tu avais dans les mains. Or,
le plus important, moi, c'est ça que je suis en train de... Oh, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, désolé. Le plus important dans un business, pour qu'il soit correctement exécuté, il faut une compétence de cadrage, une compétence on va dire, on va l'appeler de procédure, d'organisation de l'entreprise, de coordination. Alors bon, il y a des chefs d'entreprise qui parlent de directeur administratif et financier. Il y en a d'autres qui parlent de back-office. Il y en a pas. Tout dépend après de la culture de l'entreprise et son objet. Mais le but, c'est de comprendre que tu as besoin de la complémentarité et que tu en sois totalement convaincu. Je pense que même encore aujourd'hui, tu es convaincu que c'était toi qui avais 100% des cartes. Or, je pense non, que c'est pas le cas, c'est plus le cas. Je pense que la partie, évidemment, vous avez par exemple, prenons des métiers artistiques. Vous pouvez avoir des gens qui sont des pros du pot, de la peinture, etc., mais qui sont des piètres businessmen au sens mettre les mains dans le cambouis, faire de la compta, faire du contrôle de gestion. Alors, vous n'allez pas donner 50% de votre boîte à un comptable. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a des boîtes, par exemple, qui donnent 30%, voire même 50% de boîtes à des codeurs, à des directeurs techniques, hein, notamment dans les boîtes digitales. C'est-à-dire que la complémentarité de l'association et évidemment l'aspect relationnel sont les deux dimensions pour créer la mayonnaise. Bon, voilà, et la mayonnaise n'a pas prise. En plus, bon, tu avais des associés. Non, il y avait déjà un associé à l'époque, et donc toi, tu arrives le troisième. Si tu avais été là, disons, un mois avant que je crée la boîte, peut-être les choses seraient passées différemment. Mais tu es venu tôt, mais un tout petit peu en retard quand même. Ouais, et les choses, ils étaient déjà en place. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que... Attention, il y a un truc important, c'est que l'histoire, elle n'a pas commencé hier et elle n'a pas fini hier. C'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, j'étais une certaine personne, aujourd'hui, je suis une autre personne. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai le passé sur mes épaules. C'est-à-dire que je l'ai vécu, ce truc. C'est ça la force d'un entrepreneur, justement, c'est d'être résilient, de comprendre de ses échecs. Hein, c'est le côté... C'est le but de tout ce podcast, tous les épisodes que j'ai fait, tout ce que je vais faire dans le futur. L'idée, c'est de leur raconter cette histoire disons, avec... moi, j'ai appris énormément de choses. C'est ce que j'ai expliqué dans différents épisodes. Et une des choses que tu as dit là maintenant qui me gêne, que tu crois que c'est encore le cas, mais ça ne l'est plus. Mais l'idée de croire que tout est entre mes mains. Non. C'est plus mon cas aujourd'hui. Ça l'était. Ça l'était, c'est vrai. Il faut que tu écoutes mon témoignage. Non, mais je l'écoute. Mais ça l'était, c'est vrai. T'as raison pour l'époque. Non, parce que je pense sincèrement. Ça l'était, c'est vrai. Non, mais moi, je parle de l'époque. Je te parle pas du Daniel d'aujourd'hui. Moi, je parle de l'époque et de pourquoi, finalement, on en est arrivé là, en sachant que c'est une boîte, quand même, qui avait énormément grossi. Je pense qu'il y a, en effet, cette capacité à pas savoir absorber la croissance. Je crois que même, je te l'ai dit, quasiment dès les premiers mois de la création de l'entreprise, que ça allait être une entreprise à forte croissance. Et donc, c'est clair que cette forte croissance, il fallait qu'elle soit très clairement pilotée. Et alors, évidemment, il y avait un autre associé. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Je ne sais pas s'il avait le profil adéquat. Si moi, j'avais le profil adéquat, j'en sais rien non plus. Hein. Moi, l'idée, c'est pas... On ne le saura jamais. Voilà, et on ne va pas parler de moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire comment faire pour structurer correctement une entreprise qui a des croissances fortes. Et donc ça, nos auditeurs vont, j'espère, se retrouver, parce que j'espère dans ce pays des entrepreneurs qui connaissent des croissances fortes. La structuration, c'est vraiment important. Et le deuxième message que je voulais faire passer sur ta personnalité, c'est la complexité de faire monter la mayonnaise, parce que je le redis, quand vous avez un associé qui porte finalement, qui est vraiment le fondateur au sens, c'est lui qui a l'entreprise, le métier, la connaissance, qui sait vers quoi il veut aller, qui a la vision, etc. C'est jamais très simple en tout cas, d'avoir que la mayonnaise prenne aussi bien au niveau du relationnel que de la complémentarité. Parce que souvent, et moi je l'ai vécu dans d'autres vies, l'association, puisque j'ai monté plusieurs activités de conseil.
dans le métier de conseil, souvent, quand on a d'autres associés qui ont des clients, parfois l'associé qui partage le gâteau, il se repose sur vous. Vous avez ce sentiment-là. Et donc, c'est toujours très compliqué de créer cette mayonnaise pour qu'il n'y ait pas de rancœur. L'association, alors c'est un des cours de formation que je propose, c'est comment bien s'associer, comment trouver les bons associés, comment faire pour que justement la mayonnaise prenne. C'est jamais, d'abord, c'est pas une science exacte, c'est évidemment, on joue sur de l'humain. Et là, justement, entre Daniel, son associé, et moi, qui n'étais pas associé, mais potentiellement associé, la mayonnaise n'a pas prise pour les raisons que je vous ai évoquées. Problème de relationnel, problème de complémentarité, et voilà, c'est rien de négatif. C'est rien de non, négatif, c'est la vie du business. Non, mais après, les décisions qu'on prend à l'époque, elles sont de l'époque, et elles sont dans un contexte très précis. Aujourd'hui, je sais même pas, malgré tout, et je te connais très bien aujourd'hui, il s'est passé aussi 10 ans où j'ai eu le temps de te connaître et regarder ma vie en arrière un tout petit peu, mais même aujourd'hui, je me demande si on aurait pu être 3. C'est-à-dire, imaginons que je te place dans la boîte, là, tout de suite, au moment de la création, et que je dis, on y va, on est à 3 maintenant. Je ne suis pas sûr qu'on aurait monté le truc aussi loin, aussi gros que ça l'a été. Je pense pas. Mais je vais te répondre pourquoi je le pense pas. Vas-y. Je pense qu'on a pris la bonne décision de ne pas avancer ensemble. C'est que je pense que déjà, on n'a pas la même vision de l'entrepreneuriat. Très clairement, on a des profils radicalement différents sur la vision de l'entrepreneuriat. Alors, on pourrait faire une thèse là-dessus, puisque je vous l'ai dit en amorce, il y a différents types d'entrepreneurs. Je pense que tu es un entrepreneur qui est trop écorché, je mets des guillemets quand même, par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, je suis un analytique, je pèse le risque, j'avance pas à pas, étape par étape. Toi, tu es un fonceur, parfois un rêveur, mais maintenant, je pense que tu rêves un peu moins. Quand on s'est pris une bâche, forcément, on apprend. Mais je suis, voilà, par rapport à mon parcours, ma formation, mes expériences, je me suis construit différemment de toi. Alors, ça peut créer la complémentarité, c'est vrai. Parce que finalement, on pourrait se dire, ouais, dans ce cas-là, vous êtes complémentaires, vous avez... Mais la complémentarité, c'est pas que ça. C'est qu'après, derrière, il faut être certain de l'intérêt et des atouts des uns et des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ton profil, même si tu vois quand même de loin mes compétences, etc., toi, tu restes persuadé que l'entrepreneuriat, quand même, je le vois, c'est un entrepreneur qui avance. T'es quand même un typhon. Même si t'es un typhon qui se canalise un peu mieux, t'es quand même... oui, j'ai envie de rester comme ça. Bah oui, et je te demande pas de changer, mais c'est vrai qu'après, quand moi, j'arrive là-dedans, et si... je pense qu'on aura toujours un peu de mal à s'associer. Après, derrière, on peut travailler ensemble, c'est d'ailleurs ce qu'on fait. En fait, je vais te dire pourquoi à l'époque... Mais même aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas certain qu'on pourrait vivre cela, parce qu'on le vivrait mal l'un comme l'autre. Or, l'association, c'est comme le mariage, c'est même pire que le mariage, puisque vous connaissez l'adage, le mariage, ça peut se résoudre sous l'oreiller. Ouais. Enfin, ou sur l'oreiller, mais faites comme vous voulez, mais je ne veux pas savoir. Mais bon, l'association, c'est un peu différent. On travaille du business, donc parfois, il vaut mieux pas s'associer. Il y a plein d'autres relations que l'association. Mais je pense qu'au final, c'est une question de commerciaux, il y a travailler ensemble avec des relations soit commerciales, soit des relations amicales, on peut travailler d'une manière ou d'une autre ensemble. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ce que je vois en arrière, quand je réfléchis en arrière, je regarde l'histoire en arrière, une des choses que j'avais vues en toi, qui était bien sûr très intéressant, c'est la possibilité de réfléchir autrement que la mienne. Ça, c'était un point positif. Le point négatif, c'est justement ta façon de réfléchir autrement que la mienne, qui était au final, de mon point de vue, une sorte d'agression ou de frein. Et moi, c'est un truc que je supporte pas, que ce soit avec ma femme ou avec mon associé actuel. Je suis pas ta femme, je te rassure. Je te dis que ce soit avec ma femme ou avec mon associé actuel. C'est-à-dire, je cherche des gens quand j'essaie de m'entourer, parce que tu as 100% raison, et je le répète tous les jours, qu'il faut apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ça veut dire quoi? C'est pas spécialement des personnes honnêtes ou intègres, etc., qui vont jamais me voler de l'argent, parce que c'est important, ça. Oui, c'est important, mais c'était le cas avec toi, donc j'avais pas de doute de ce point de vue-là, surtout qu'on avait déjà eu une expérience ensemble. Je sais que
tout s'est très bien passé, donc j'avais pas de doute de ce point de vue-là. Mais il y a un truc que je ne supportais pas et que je voyais en toi ça, ce que je ne vois plus en toi ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, Dis-moi, je dis-moi. voyais en toi, toi ou Au final, c'est ton témoignage, c'est pas le mien. non, c'est pas ça. Moi, je veux qu'à la fin, ils apprennent quelque chose, les gens. C'est ce que je veux qu'ils apprennent. C'est pas important, en fait, à combien j'étais bon ou mauvais. C'est pas important. Aujourd'hui, c'est comment je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, et là-dessus, j'ai changé. J'ai beaucoup changé parce qu'à l'époque, la seule chose qui me motivait, c'était mon ambition. C'était les étoiles que je voyais dans le ciel. C'était les dollars que je pouvais imaginer avoir dans le futur. Donc, j'avais des rêves tellement énormissimes que je voulais les atteindre très, très vite. Aujourd'hui, c'est ce que je reproche à énormément d'entrepreneurs, de vouloir réussir trop vite. Parce qu'à l'époque, c'est ce que je voulais. Et quand je voulais ça, toi, quand tu arrives en me disant écoute, Daniel, il faut que tu te calmes, il faut qu'on processe, il faut qu'on modélise, qu'on écrive, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on ça. Là, je dis, mais tu fais chier, mon gars. Ouais. L'argent, il est juste là, il n'y a plus qu'à se baisser et le rattraper. Et j'avais raison et t'avais pas tort. Et c'était ça qui Non, mais était. même tu avais raison. L'argent était là, il y avait qu'à se baisser. Mais le problème, Ouais. c'est l'argent, il faut le ramasser, et après, il faut le collecter, et après, il faut grossir. Tu as Et 100% après, raison, mais en fait l'argent, il était là. Et puis aujourd'hui, le marché de l'immobilier reste, à mon avis, à être un peu, on ah, va mais je dire, me suis pas arrêté rebâti. depuis, hein, je Ouais, parce continue. que Hein. le marché de l'immobilier, quand on regarde les agents immobiliers, alors je pense qu'il y en a certains qui doivent nous écouter. Ouais. Bon, hein, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. On a tous eu des relations avec des agents immobiliers, on va dire des relations qui ont été plus ou moins, hein, pour être gentil, plus ou moins réussies. Où on se dit toujours l'agent immobilier il m'apporte pas grand chose, il prend une commission énorme. Bon, hein, je le résume, le fait court, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, hein, je veux que personne se méprenne sur mes propos, mais globalement on va dire on est sur un marché qui va évoluer, c'est évident. On se pose la question, c'est quel est l'intérêt d'avoir des agences, hein. On en parlait il y a 10 ans, je me rappelle avec Daniel quand BIM s'est monté. Oh, les agences, elles vont toutes mourir. Au final, les agences ne sont pas toutes mortes. Il y a encore des agences. Et il y en a beaucoup qui sont morts, par contre. Mais Pas toutes. avec la crise de la Covid, on va voir hein, s'il n'y a pas des locaux qui vont pas être mis Mais il y en a beaucoup. voilà. Mais je pense que ce monde-là va évoluer, c'est certain. Euh, donc voilà, donc moi je voulais, moi, en termes de témoignage, vous expliquer un petit peu les ressentis que j'ai eus, qui sont, on va dire, d'ordre, on va dire, de l'association, puisque moi j'estime que la mayonnaise ne pouvait pas prendre, elle n'a pas pris, Mm. et elle ne pouvait pas prendre. Et puis sur le côté, en effet, procéduré, mais la procédure, c'est pas un gros mot, hein, parce que voilà, vous allez avoir l'impression que je suis super chiant. Non, non, je suis en plus un homme plutôt du marketing. Non, mais Donc, le pire, Jacques. là où on se retrouvait, hein, Daniel, c'est tes slogans marketing, tes packages, puisqu'on s'est connus même avant donc l'affaire de BIM. Daniel est très fort au niveau du marketing pour trouver des noms, des slogans, pour faire des packages, des offres packagées, d'abonnements, etc. Vraiment, vraiment, il a des très bonnes idées. Et donc ça faisait écho, puisque moi, mon métier, avant tout, c'est... moi, je suis un homme du marketing, même si après, j'ai évolué un peu dans la vente, un peu dans la com, un peu dans la relation client. Mais avant tout, mon truc de prédilection, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent du marketing, déjà dans la réflexion. Hein, on ne part pas de la vente, on part un peu en amont, hein, de ce qu'on appelle le marketing stratégique. Lorsqu'on lance un produit, lorsqu'on lance une entreprise, le marketing stratégique, c'est clé. Donc ça faisait écho, et donc c'est pour ça aussi qu'on s'est un peu compris. Après, c'est vrai que la procédure, à nouveau, pour grandir, c'est pas un gros mot, c'est nécessaire, surtout quand la boîte grossit très, 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 très vite. Quand elle grossit pas trop vite, on peut faire tout à l'oral. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec rien d'écrit. Moi, aujourd'hui, je travaille dans le secteur de la restauration. Bon, la restauration, c'est un secteur ultra oral. Je veux dire, les gens, ils écrivent pas des procédures, des machins. Donc moi, je m'adapte. Après, c'est vrai que je reviens sur une entreprise qui veut grossir vite. Là, je vois, avant la crise de la Covid, l'entreprise dans laquelle je suis rentré, j'ai réussi à la faire croître de près de 40%. Donc, c'est quand même une belle croissance. Et donc, on s'est mis à écrire. On s'est mis à mettre des process. Pourquoi ? Parce que quand vous devez recruter énormément de nouveaux salariés, que vous en intégrez, si vous n'avez pas de boucle d'intégration, c'est du b.a.-ba. C'est-à-dire que si vous n'écrivez rien, mais c'est compliqué d'aller vite. Tout ça, c'est du bon sens. Après, il faut faire évidemment preuve de bon sens. Une entreprise qui a 2 salariés, vous n'allez pas tout écrire, vous n'allez pas ralentir les process. Donc c'est peut-être ça aussi où j'ai pas été très malin avec toi.
c'est qu'au départ, l'entreprise était petite. Ah Donc oui. écrire quand on est petit, on se dit mais qu'est-ce qui me casse les pieds pour être poli. Qu'est-ce qui me casse les pieds? Il est en train de me brider. Et on ne bride pas le typhon Nadjar. Exactement, Impossible. exactement, c'est pas possible. Mais tu vois, je vais te dire un truc. Si à l'époque, moi, je te voyais comme un frein, moi, je te voyais comme le frein à main. Et c'est-à-dire, j'étais en train d'accélérer à donf, tu vois. J'accélère, je suis à la 6e, et l'autre à Brésil, il vient, il met le frein à main. Non, mon gars. L'image que j'ai, je suis le frein à main. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, quand je travaille avec mes clients, avec mes négociateurs, avec n'importe quel partenaire avec qui je travaille, et surtout, après que j'ai raconté la folle histoire de Bim, parce que pour moi, ça a été, tu sais, une période d'à peu près 6 mois où j'ai enregistré toutes les semaines un épisode en live. Et ça m'a obligé de regarder et de réécrire l'histoire. Enfin, pas de réécrire l'histoire, de l'écrire tout simplement. Et de dire, voilà, ça, c'est les conneries que j'ai faites. Et je les ai faites à l'oral, en podcast. Et à chaque nouvel épisode que j'enregistrais, j'écrivais rien. Après l'épisode, je dis putain, j'ai fait quand même toutes ces conneries-là. Et j'écrivais. Et j'ai réussi, d'une certaine manière, 5 ans plus tard, à essayer de remettre en pratique tout ce que j'ai fait bien de l'époque. Et donc, je le garde. Et tout ce que j'ai fait mal, je l'ai réussi à l'éjecter. Et une des choses que je fais aujourd'hui, d'abord avec mon associé aujourd'hui pour les différents projets que j'ai, et sur tout ce que je fais aujourd'hui, maintenant, les process, c'est quelque chose qui est devenu une habitude maintenant. Non seulement c'est devenu une habitude, mais en plus, je forme les gens à en faire. C'est-à-dire que à l'époque, moi j'étais jeune. C'est-à-dire même si j'avais 37 ans, c'est adulte quand même. Mais quand on parle d'expérience entrepreneuriale, même si j'avais fait déjà une vingtaine de boîtes auparavant, elles n'ont jamais été toutes aussi grosses que celles que j'ai créées. BIM, c'était pour moi le truc le plus énorme. À l'époque, je pouvais avoir des boîtes qui faisaient 300, 500 000 ou 600 000 euros. Une boîte qui fait 10 millions, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai découvert des trucs que je n'ai jamais vécu auparavant, y compris le recrutement d'autant de personnes, y compris le licenciement d'autant de personnes, y compris les prud'hommes d'autant de personnes, y compris tous les flux monétaires qui pouvaient arriver, y compris les discussions avec les différents acteurs de banque et les différents attaques au tribunal que j'avais quasiment toutes les semaines, parce que les gens ne me supportaient pas que je grossisse aussi vite et que ils appelaient ça la concurrence déloyale, alors qu'il n'y a rien de déloyal derrière. Donc, il y avait des trucs que je ne m'attendais pas du tout lorsque je crée ce truc-là. Les process, même si on les avait écrits, je ne sais pas si on aurait pu prévoir la quantité de haine qui a inondé tout simplement mon travail, etc. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées qu'il y a des choses que j'aurais pu prévoir. Et j'aurais pu. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je prends le Daniel d'aujourd'hui, je reviens en arrière, moi, j'aurais fait tellement de choses différemment. Et ça se trouve, si je reviens avec mon cerveau d'aujourd'hui, de l'époque, j'aurais jamais recruté autant de personnes et j'aurais jamais fait le travail que j'ai fait à l'époque, qui était une folie. C'est-à-dire, ma vie, c'était... Tu sais, Jacques, toi, tu le sais pas parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on on parle pas spécialement du temps réel, de ce qui se passe, mais une des choses que je fais depuis quelque temps, c'est de critiquer ce que je fais, mais surtout de revoir ce que j'ai fait à l'époque, qui était mauvais, et de le voir dans d'autres boîtes. Et je le critique en disant, voilà, moi j'ai fait ce genre de conneries, faites-moi plaisir, ne le faites plus. Parce que d'une certaine manière, ce que je regrette parmi tout, pas la boîte, pas ne pas être associé avec toi, pas ne pas avoir perdu, ça j'en ai juste rien à foutre, c'est-à-dire, d'abord c'est fini, depuis je suis remonté sur le cheval 1000 fois, depuis que j'ai fait encore plus d'argent qu'avant, et donc c'est même plus un souci. Par contre, ce que je regrette, c'est d'avoir participé moi-même pendant cette période-là à détruire le marché immobilier. C'est-à-dire, je voulais le construire, je voulais le reconstruire, le changer ou changer la méthode de travail, mais j'ai participé pendant une courte période à faire qu'on a mis sur le marché des gens qui n'auraient jamais dû venir sur le marché. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de la fermer à l'époque. Malgré tous les trucs, c'était une idée derrière. Je me suis dit, je voulais créer quelque chose de puissant, je voulais créer quelque chose de fort. Et au final, je me retrouve avec 1800 gars qui se baladent dans la France entière, qui génèrent de l'argent, mais sur la masse, ça génère de l'argent. Mais à l'individu, c'est-à-dire le négociateur final, ils ne gagnaient pas leur vie. Et ça m'a énervé. C'est-à-dire que je pouvais faire beaucoup de fric, mais de l'autre côté, le négociateur final, il ne payait pas son loyer, ça ne marchait pas assez bien pour eux. Mais dans la masse, ça marchait. On pouvait faire 500 ventes par mois, mais le négociateur lui-même, il ne faisait pas 500 ventes par mois. Il n'en faisait même pas une tous les 6 mois. Et c'est pas que je m'en foutais, c'est que j'avais pas le temps de regarder ce qui se passait avec 1800 personnes. Parce que je passais mon temps à développer. Donc aujourd'hui, en regardant en arrière, la pire des choses que j'ai pu faire, c'était justement de vouloir aller trop vite. Pas parce que c'est pas bien d'aller trop vite. C'est qu'à la fin, tu as des dommages collatéraux que tu es incapable de contrôler. Et
peu importe l'argent qu'il y a pu avoir à cette époque, d'abord, il n'existe plus cet argent, et ça m'a pas fait avancer d'un centimètre dans ma vie, euh, à part apprendre qu'il faut pas faire ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que je fais, c'est j'ai gardé toutes les choses bien qui fonctionnaient bien. Et aujourd'hui, c'est ça que je développe, c'est-à-dire d'essayer de faire qu'un négociateur ou un patron puisse travailler d'abord différemment, mieux, et surtout que la personne puisse vivre de son métier, que ce soit le patron ou le négociateur au final, et surtout rajouter les compétences aux gens. D'ailleurs, une des choses puissantes que j'avais fait à l'époque, c'est justement la formation en continu non-stop. C'est ça qui a permis à des débutants de réussir à faire du chiffre d'affaires. Ça, je l'ai gardé, je l'ai amélioré. Mais le fait de perdre contact avec le négociateur à Marseille et de le laisser se balader seul dans la rue à dire ce qu'il a envie de dire sans que je puisse contrôler ce qu'il a dit, eh ben, ça marque une image de marque, ça crée une image de marque dégueulasse. Ça fait qu'on perd le contrôle de tout ce qui se passe. Et ça, c'était la chose la plus nulle que j'ai pu créer. Et ça, c'est un truc que j'essaie de corriger aujourd'hui. Mais là, à nouveau, Daniel, moi, je pense que t'es vraiment un vrai entrepreneur au sens brut du terme. Parce que tu as réussi justement à faire ce que font peu de Français entrepreneurs et qui échouent, c'est justement de se remettre en question, de réfléchir à ce que tu as fait de bien et de moins bien. Et c'est pas qu'un mot, c'est vraiment faire je vais pas dire une introspection, mais en tout cas vraiment travailler sur soi pour pouvoir repartir et être résilient et repartir de l'avant. Ça, c'est vraiment culturellement pas quelque chose qu'en France, on fait de façon naturelle. Et toi, tu l'as. Et ça, c'est précieux. Hein. Franchement, c'est précieux parce que je vous rappelle les chiffres. Hein. Il y a 9 entrepreneurs sur 10 qui se plantent. Et ça, c'est valable dans le monde entier. Alors peut-être que statistiquement, il faudrait regarder les statistiques pays par pays. Il y a peut-être des pays où il y a plus de réussite. Mais ça veut dire qu'il y a un projet sur 10 qui va émerger, qui va être successful, et il y en a 9 sur 10 qui se plantent. Alors c'est horrible, c'est traumatisant pour les Français qui, eux, n'acceptent pas on va dire, de bâtir quelque chose sur leurs échecs. Si globalement je suis vu comme un pestiféré par le banquier, par mon voisinage, par ma femme, par tout le monde, par ma famille, parce que j'ai échoué, là où je peux être mal vu, je pourrais comprendre, c'est si j'en fais rien de cet échec. Mais si j'en fais une force, si je peux rebondir, c'est quand même précieux. Et ça, je pense que tu l'as, Daniel, clairement. Moi, je suis un certain nombre d'entrepreneurs qui n'ont pas tout de façon aussi forte. Que je pense que tu as une capacité de résilience très forte et c'est ce qui t'a permis après de construire Capitch et puis tous les projets que tu peux avoir par ailleurs. Mais non, moi je garde quand même bon, évidemment, moi je garde un très bon souvenir, même si évidemment on n'a pas pu avancer jusqu'au bout, parce que c'est pas comme ça que je vois le business. Hein. Il y a des business où on peut avancer, des business où on peut pas avancer, des business où on arrive un peu tard en tant que potentiel associé. Bon, bah, c'est la vie, hein. On peut pas être sur tous les fronts, mais je garde vraiment une bonne de bonnes conclusions de bons enseignements de cette aventure. Même si moi j'ai pas vécu de loin. Alors il y a aussi un autre point que je pourrais ajouter, c'est bon, ça va un peu dans la façon de voir le business et de voir l'entrepreneuriat, c'est que tu es très engagé, 100%, même 1000%. Et moi, ma façon de voir l'entrepreneuriat, c'est que c'est beaucoup de ma vie, mais c'est pas toute ma vie. Et alors là, pour le coup, ça revient à ton profil on va dire, d'entrepreneur brut. C'est-à-dire que toi, tu es entrepreneur pas à 100% ou 110%, à 120%, comme les gens le disent. Hein. Il faut être à 120% dans l'application, etc. Mais toi, tu es à 1000%. C'est-à-dire que c'est 24-24, 7 jours sur 7. Il n'y a que ça. Et donc ça me gênait. Moi, c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat, même si j'adore l'entrepreneuriat. Mais moi, et ça, c'est des philosophies de vie, donc on va pas raconter, hein, on va pas se mettre sur un divan et raconter ma vie. Si vous voulez, moi, la vie, je la vois comme un grand équilibre. Un équilibre intellectuel, un équilibre social, un équilibre professionnel, un équilibre familial. C'est pas toujours facile. Hein, je sais que les entrepreneurs qui nous écoutent le vivent pour certains. Pas facile de joindre la famille. Votre compagne ou votre compagnon qui dit ah ben, là t'as pas beaucoup d'argent ce mois-ci ou ah on ne voit jamais comment on fait pour lier tout ça? C'est pas simple. Et moi je suis plutôt j'aime l'endurance, d'ailleurs je suis marathonien donc enfin, bon, je
cours de moins en moins parce que j'ai quelques kilos à perdre. Mais, Tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais été marathonien, j'ai toujours été et sprinter. ben voilà. Mais ça se voit dans ton tempérament. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un travail de fond. Hein. C'est pas un travail de sprinter. Le sprinter, c'est l'homme qui fait des coups. Et ça, il y en a dans le business. Tu fais des coups, tu achètes, tu vends, tu restructures. Ça, Non, c'est c'était le sprinter sur 2000 km. Alors, voilà. Alors, sprinter sur 2000 km, mon pauvre, il faut être vraiment un surhomme. Ouais, Ce c'est que pour tu ça es que un j'ai. peu, Mais ce que tu es c'est un pour peu. ça que j'ai failli crever Mais- aussi. Tu sais, j'étais à l'hôpital. Ouais, non, mais Mais je pense à l'époque, je me rendais pas compte. À l'époque, je me rendais pas trêve compte. de plaisanterie, le sprinter dans le business, c'est quelqu'un qui fait des coups, qui arrive sur un marché, qui le restructure, qui revend la boîte. C'est quelqu'un qui, je vais pas dire, j'ai beaucoup de, alors, je vais pas peut-être me faire que des amis, mais moi j'ai un idole, j'ai eu longtemps cette idole, et j'espère qu'il va s'en sortir parce qu'il mène un combat terrible. C'est Bernard Tapie. Pour moi, Bernard Tapie est un homme de coups, est un sprinter. Même s'il a eu 1000 aventures, qu'est-ce que je raconte 1000 aventures, pardon, excusez-moi pour la faute énorme. 1000 aventures, il a eu plein de belles choses. Il a eu évidemment aussi des échecs. C'est quelqu'un qui a rebondi, qui a su faire plein de métiers. Vous connaissez, on ne va pas faire le parcours de Bernard Tapie, mais pour moi, Bernard Tapie, Monsieur Tapie, j'ai beaucoup de respect pour l'homme, l'entrepreneur, mais c'est un sprinter pour moi. C'est pas un entrepreneur au sens endurant qui reste dans la grande longueur dans ses business, qui cherche à grossir, comme par exemple Guillaume Richard dont on a parlé et vous pourrez aller voir au 2.fr ou au 2.com. Cette entreprise qui est un modèle, c'est une étude de cas à lui tout seul. Lui, c'est un endurant. C'est un endurant. Et c'est marrant, les profils d'entrepreneurs, il n'y a pas une vérité. Hein. Il n'y a pas le bon entrepreneur ou le mauvais. Hein. Il y a 1000 entrepreneurs. Il y en a 800 000 par an. Il y en a 800 000 par an, c'est tout à fait juste. Et ça va de l'artisan, de l'auto-entrepreneur, aussi bien à celui qui crée de l'emploi et qui crée plein d'emplois, à celui qui a des gros projets, celui qui a des projets plus mesurés. Moi, je pense qu'il en faut pour tout, parce que l'entrepreneuriat, c'est l'émancipation de l'être humain. C'est la possibilité de créer de l'emploi. Il n'y a rien de plus beau. C'est d'exécuter un projet qui vous tient à cœur. C'est quand même magique, l'entrepreneuriat. Enfin, il y a vraiment... je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça de vrai, parce que j'ai beaucoup de respect aussi pour les salariés, pour les gens, les fonctionnaires. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas du tout les mêmes procédés. Je pense que si vous voulez être libre, et ce mot-là, il ne faut pas c'est pas libre pour faire n'importe quoi, mais être libre pour pouvoir organiser votre temps, vous projeter, voir les choses grandir, c'est sûr qu'entreprendre, c'est grandiose. C'est grandiose, je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça de vrai, mais presque. Merci beaucoup, Jacques. C'est beaucoup de belles paroles. Hein. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Merci, alors j'espère qu'on va pas dire c'est du blabla. Non, c'est pas du blabla. Après, non, parce que, moi, je vous conseille à toutes et à tous. Moi, j'ai préparé Jacques. Contredis-moi si je te raconte des salades. Mais je lui ai dit juste avant le live, dis ce que tu as à dire, dis la vérité, comme ça on est sûr qu'on peut pas se planter. Dis juste la vérité, je m'en fous, sens-toi libre. Moi, je suis dans la transparence absolue, Jacques. Après, on m'aime ou on me déteste, ça changera pas grand-chose. On m'aime comme je suis, on m'aime pas comme je suis. Ça change pas grand-chose. Je suis comme ça et ça changera rien. Et cette transparence va être importante parce que c'est le plus important. Et moi, ce que j'essaie de montrer aux gens au quotidien, c'est comment je travaille. Et une des choses que je leur dis tous les jours, fais ce que je fais pas ce que je dis. Donc, si je bosse bien, bosse bien. Si je bosse dur, bosse dur. Pas besoin que tu racontes, il faut bosser dur. Je bosse dur. Tu veux réussir, fais comme moi. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai qu'on a des visions différentes. C'est vrai. Toi, moi ma vie, c'est de mettre tapis dans tout ce que je fais. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je prépare jamais de plan B. Et tu sais que c'est une des raisons pour laquelle on s'est jamais entendu. Et tu sais très bien ça. Tu sais que c'est profondément ancré en moi, toutes ces discussions qu'on a eues ensemble, où toi, tu voulais toujours savoir ce qui allait se passer si tu voulais sortir de la boîte. Moi, je t'ai dit, on sort pas de la boîte. Moi, je t'ai dit, on reste dans la boîte et on continue à le développer. J'ai une déformation professionnelle aussi, c'est que je suis consultant. Donc, consultant, ça réfléchit à tous les scénarios possibles. Oui. On fait beaucoup de scénarios planning, on fait de la modélisation. Quand on prend un entrepreneur, on regarde tous les scénarios possibles, ceux des plus optimistes pour démarrer par le positif au plus pessimiste. On regarde tout. Donc, j'ai cette faculté, en effet, d'analyser un peu tout le temps tout. Mais moi, je ne ferai jamais all-in pour une entreprise. Ça, c'est vrai. Moi, le seul all-in que je pourrais faire, c'est pour ma famille. C'est tout.
C'est tout. C'est ce qui je se suis passe d'accord avec toi, et tu as raison. Mais... C'est all-in. Je mettrais évidemment ma vie, mais comme la plupart d'entre vous, je pense pareil pour toi, Daniel, la famille d'abord. Mais toi, tu as cette faculté. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que pour moi, pour protéger ma famille, il faut que je gagne de l'argent tous les jours. Et donc, en travaillant dur, en créant un business qui fonctionne, je protège ma famille. Oui, c'est ma façon de voir les choses. Oui, mais non. Selon moi, tu peux être très heureux, et il y en a plein qui, hélas, ne gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. L'argent contribue au bonheur, mais c'est pas le bonheur. Hein. L'argent, c'est aussi plein de soucis. Parce que forcément, quand vous avez de l'argent, ça veut dire que vous avez fait des choses. Forcément, ça veut dire que vous avez des responsabilités. Soit ça veut dire que vous avez des milliers de projets qui vous ramènent de l'argent. Et qui dit milliers de projets, dit milliers de soucis. Donc ça, c'est valable, hein, à partir du moment où vous avez plein de responsabilités, etc. Alors, il vaut mieux, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont dire « Ah ouais, c'est des problèmes de riches ». Vous avez raison. Chacun ses problèmes, si je puis dire. Mais il y a des gens qui sont bien plus heureux en gagnant bien moins d'argent. Donc en fait, l'argent, je peux comprendre, parce que comment on réussit une vie, c'est un vaste débat, ça serait encore un autre sujet. Mais pour un entrepreneur, c'est vrai que la réussite, c'est voir son bébé grandir. Et son bébé, bon, certes, il y a la famille, mais son bébé, c'est aussi l'entreprise qu'il a créée. Donc tout ça, je l'entends. Je dis simplement que, voilà, on n'a en effet pas la même vision. Tu es prêt à prendre beaucoup plus de risques que moi. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas mené des projets, mais ils sont plus dans une logique de durée. Ce qui est vrai aussi, c'est que je pense que si un jour, tu réussis pleinement, et je te le souhaite, hein, évidemment, Daniel, tu réussiras beaucoup mieux que moi. En fait, c'est un peu comme au poker. Hein. Celui qui fait all-in, il peut gagner beaucoup d'argent, mais il peut en perdre beaucoup. Celui qui, par contre, il va progresser. Et c'est comme la bourse. Hein, si vous placez votre argent sur du monétaire ou sur un produit pas risqué, vous allez gagner, mais pas beaucoup. Vous allez gagner, vous progressez, vous construisez. Et il y en a d'autres qui préfèrent les produits ultra dynamiques et qui peuvent, voilà, il faut faire face à la volatilité et donc être résilient et accepter d'encaisser des moins 30%, des moins 40% sur un produit financier. Je crois que c'est là-bas que tu te trompes sur moi. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun objectif final pour être heureux. Je suis heureux maintenant. C'est-à-dire, je suis heureux avec BIM quand je le crée. Je suis heureux avec BIM quand je le ferme. Je suis heureux quand je crée IBS Formation. Je suis heureux quand je crée DNA Conseil. Je suis heureux quand je crée Capitch. Et je suis heureux si ça se ferme. Parce que, en fait, ce que j'adore et ce que je pense que n'importe quel. Je pense que quand même, tu es plus heureux. Excuse-moi de te couper. Hein, je pense que tu es plus heureux si ça ferme pas. Si ça non, c'est pas vrai. Bien sûr que j'aurais voulu ne pas le fermer. Bien sûr. Mais quand je dis je suis heureux à n'importe quel moment de la journée et je suis heureux à n'importe quel moment de mes projets. Parce que l'idée, c'est pas d'aimer le résultat qui va arriver de BIM ou pas. C'est-à-dire, au moment où j'ai fermé la boîte, ça s'est passé pendant un B-morning. J'ai dit aux gens, je leur ai dit certaines choses. J'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ferme. Et j'ai fermé à 9h30 après un B-morning. J'ai pris la décision ce jour-là de virer 1000 personnes. Ça c'est démocratique. Hein. Ouais, ça fait peur. Hein. Il faut faire gaffe à la démocratie. Mais une boîte, c'est pas une démocratie, de toutes les manières. Mais j'avais dit ça comme ça. L'idée, c'est que j'avais pas peur une seconde de fermer la boîte parce que je savais que je l'avais créée moi-même. Je savais que je pouvais la recréer ou différemment ou mieux. Moi, je suis heureux au moment où je suis en train de faire les choses. C'est-à-dire là, maintenant, je suis heureux. Je sais même pas du tout ce qui va se passer avec cet épisode, s'ils vont l'écouter ou pas, j'en ai rien à foutre. L'idée, c'est le process. Tu vois, les process dont tu parles. Moi, c'est le process. Le process de créer quelque chose qui me fait kiffer. C'est le process d'arriver à mettre une idée sur le papier et au final lancer. Qu'elle marche ou pas, j'en ai juste rien à battre. Bien sûr, c'est mieux quand ça marche, et c'est moins bien quand ça marche pas. Mais le process lui-même d'être capable de réussir comme être capable de perdre, et la chose qui me motive à moi. C'est-à-dire, quand je m'établis, c'est parce que je vois pas pourquoi je ferais autre chose si je kiffe ce que je suis en train de faire. Je vois pas pourquoi j'achèterais une demi-pizza alors que j'aime la pizza. J'achète une entière. Sauf, alors, c'est là où on raisonne pas de la même manière. Bah oui, je sais qu'on raisonne pas de la manière. Le all-in, il dépend à nouveau du risque-prix. Si c'est pour détruire ma famille, si c'est pour détruire mes associations, si c'est pour détruire ma vie en dehors de l'entreprise, si c'est pour mettre 80, par exemple, personnes sur le carreau, là aujourd'hui je suis chef d'entreprise de 80 personnes, si je fais all-in et que je perds et qu'il y a 80 familles qui sont sur le carreau, moi très concrètement ça m'emmerde et j'en vivrai pas. Donc moi je veux, enfin voilà, mais il faut pas regarder comme ça. Oui, non, mais il faut pas regarder comme ça parce que c'est pas 80, c'est 1008 et c'est une grosse décision à prendre. Non mais je te parle de moi. Oui, mais c'est une grosse décision à prendre quoi qu'il arrive. Peu importe, c'est une grosse décision. Bien sûr. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, pas si facilement que ça. On a des visions de l'entrepreneuriat qui sont différentes, qui sont sans doute complémentaires parce qu'à nouveau, je pense qu'on a besoin de profils évidemment comme Daniel et puis
on est aussi ce qu'on est. Hein. L'idée, on va pas se changer. Je pense qu'il faut chacun faire son bout de chemin. Par contre, je pense que justement, par rapport au témoignage là qu'on vous donne, messieurs, dames, les auditeurs, ça vous montre qu'il y a vraiment des profils très très différents dans l'entrepreneuriat et qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est intéressant, de savoir, tu vois, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'on prend une décision, il y a un nouveau chemin qui se crée et personne ne saura comment ça aurait pu se passer autrement. Parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, la machine à remonter le tour n'existe pas. Mais moi, ce serait intéressant, tu vois, de réfléchir à la question sur qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait un mélange de Daniel et de Jacques. Qu'est-ce qui se passerait Je pense que ça n'aurait pas marché. Voilà, je pense réellement comme ça. Moi, j'en ai discuté longuement avec Isabelle, Ouais. ma femme, qui est mon influenceuse, puisque c'est ce que je disais ce matin. Les femmes, enfin pas les femmes d'ailleurs. Ouais, c'est ça. À nouveau, on va me traiter de sexiste, mais l'autre, en fait, la personne, le compagnon ou la compagne qui épaule la personne qui est entrepreneur. A une influence, importante dans l'envie de l'entrepreneur. Et donc, évidemment, j'en ai discuté avec Isabelle. Et en retournant tout le truc dans tous les sens, on ne sait pas de quoi est fait l'histoire et à la rigueur, on s'en fout. Hein. L'important, c'est de voir aussi devant. Je pense que vu nos profils, différents, ça aurait été très compliqué. Mais ça serait intéressant que les auditeurs votent. Ils nous fassent un petit vote. Moi, j'aurais bien voulu voir un vote comme ça. Daniel, voilà, complementarité. Daniel, Jacques, est-ce que c'est successful ou c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Est-ce qu'au final, ça aurait fait plouf? Moi, alors, je ne veux pas vous influencer, je pense que ça aurait fait quand même un plouf. Un plouf parce que je l'aurais, moi, je me connais assez bien. Un avantage, j'ai plein de défauts, mais je me connais assez bien. Je connais mes limites, je connais à peu près là où je peux aller et là où c'est plus compliqué. J'aurais mal vécu certaines périodes. Alors, est-ce que je serais passé outre parce que le projet aurait été plus grand que moi? Peut-être. C'est ce qui s'est passé en réalité. Mais néanmoins, même si c'est un projet plus grand que moi, c'est important pour moi l'équilibre de vie à nouveau et j'y attache, tu le sais bien Daniel, puisqu'on s'est fâché d'ailleurs sur ces sujets-là. Je suis quand même je ne veux pas raconter ma vie à nouveau, mais c'est important que vous compreniez le profil des entrepreneurs. Je suis quelqu'un qui a 1000 projets d'entreprendre, des projets plus ou moins grands. Et je prends toujours la philosophie que pour moi, toute action, tout fonctionnement, même une activité extra-professionnelle, j'ai des projets au sein de mes activités. Par exemple, j'ai un objectif au marathon, c'est d'être en dessous des 3h30. Donc, je le mène un peu comme une entreprise pour atteindre ces 3h30. J'ai eu un projet, quand on s'est connu, d'être pilote d'avion. Donc, voilà, c'était un projet en soi. Bon, je suis joueur de poker et je le mène comme un projet d'entreprise, puisque je cherche à être rentable, je cherche à gagner de l'argent, etc. Et donc, cette multitude de projets, pour moi, ça me correspond complètement parce que intellectuellement, je m'épanouis là-dedans. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est arc-bouté 100%, 1000% sur son projet, c'est dérangeant parce que forcément, Daniel, il m'aurait dit, écoute, Coco, tu lâches tout et maintenant, tu arrêtes de faire tu viens et tu bosses. Et donc, évidemment, moi, je lui aurais dit, non, ça se passe pas comme ça parce que moi, voilà. Et puis, et on l'a eu un petit peu. Oui, bien sûr. On était sur le projet BIM. Où moi je pouvais donner du temps, mais bon, en plus j'avais aucune certitude, j'avais pas forcément toutes les certitudes souhaitées, donc je peux pas s'engager non plus lorsqu'on n'a pas totalement toutes les certitudes. Et Daniel disait mais t'as toutes les certitudes, blablabla. Bon bref, c'était le choc, du typhon. Alors moi je sais pas comment d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir comment les auditeurs me caractériseraient. Mais moi j'ai pas la stratégie du typhon. Ça, non mais c'est pas la stratégie du typhon, c'est qu'au moment où ce que tu me critiques aujourd'hui. Non, mais c'est bien, tout va bien. Je prends tout ce que tu dis. Tu vois, par exemple, quand tu dis je fais tapis, etc., et tu as 100% raison, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que j'essaie de booster les gens. Chacun prend ça à son niveau et décide de faire les sacrifices qu'ils ont envie de faire des sacrifices. Une fois, je me rappelle, j'étais en formation et je posais la question à des négociateurs, quelques années après BIM, et je posais la question à quelques négociateurs, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Et l'autre, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Et tout le monde me disait du style, moi j'ai envie de faire 90 000 euros à l'année, l'autre il me disait 30 000 euros à l'année, etc., etc. Et il y en a une qui me dit, j'ai envie de faire 5 millions. Une négociatrice. Moi je dis, ça c'est un super objectif, 5 millions. La seule question que je te pose, et à ce moment-là c'était un choc dans ma vie, c'était un choc, pas tout de suite,
Ça s'est passé quelques jours plus tard, le choc. C'est que je lui pose une question. Tu veux 5 millions, pas de problème. Moi, je l'ai fait, tout va bien. Mais par contre, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour les gagner, les 5 millions? Ça, je lui ai posé la question. Ok, je fais la formation, je continue, on discute, etc. On met ça de côté. Quelques jours plus tard, je monte la vidéo de la formation parce que j'ai enregistré. D'accord? Et je me vois en train de lui poser cette question. Et au moment où je lui vois, alors il était tard le soir, j'étais en train de faire un logiciel, je faisais le montage, je me prenais un peu la tête et j'étais fatigué. Et je me vois en train de lui poser la question. Alors, qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour les 5 millions? Je lui pose cette question. Au moment où je lui parle, je me rappelle de tout ce que j'ai sacrifié. Et tu vois, il commence à avoir les larmes aux yeux qui pleuvaient sur mon visage, partout. Je fais, putain, j'ai sacrifié tout ça, mais je suis un taré ou quoi? Et j'étais en train de regarder. Mais est-ce que c'est un bon conseil à donner aux gens? Et l'idée, c'est, je pense, dans tout ce que je fais maintenant, moi j'ai un peu plus de sagesse aujourd'hui. Je suis un peu plus vieux, un peu plus fatigué que lorsque j'étais à l'époque rempli d'énergie à ras-bord. J'avais tellement que j'en donnais partout. J'en ai aussi. T'en as encore. Hein. J'en ai encore, mais à l'époque c'était fois 1000. C'est fois 1000. Il en a dans le coffre. À l'époque, c'était fois 1000. Et à l'époque, je voyais pas spécialement le danger. C'est-à-dire, je courais comme un fou en disant, je fais un sprint, j'y vais jusqu'au bout, peu importe l'énergie. Et à chaque fois, je raconte une histoire. Je sais pas si tu as vu le film Bienvenue à Gattaca. Tu connais ce film? Je vous conseille de voir ce film. Il y a un passage qui résume toute ma vie, tu vois, de l'époque, hein, qui résume toute ma vie. Il y a ces deux frères qui se battent. Alors, c'est une époque dans le futur où on transforme l'ADN des gens. Et donc, les parents ont le choix de dire, j'ai envie d'un gosse fort et intelligent, ou maigre et musclé. Enfin, ils ont le choix de faire de la transformation génétique. Et donc, il y a un gamin d'un couple qui est né normalement, et un autre qui a eu une transformation génétique. Et les deux gamins, ils ont grandi en même temps. Et les deux gamins, ils avaient pris une habitude toute leur vie d'aller faire un sprint en nageant, celui qui allait le plus loin, d'accord? Et à chaque fois, c'était celui qui était transformé génétiquement, qui était beau gosse, intelligent, fort, musclé, qui perdait. Et l'autre qui était normal et qui gagnait tout le temps. Il se passe des années, genre 20 ans. Et à un moment donné, ils s'engueulent, les deux frères. Et il y en a un, et celui qui perdait tout le temps, il lui posait la question, mais dis-moi, comment je fais pour me gagner? C'est moi qui est censé avoir les meilleurs gènes et la meilleure ADN. Et l'autre, il lui disait, c'est un truc très simple. Toi, tu es tellement intelligent, tellement fort, qu'à chaque fois qu'on fait une course, tu réfléchis à comment tu vas pouvoir arriver quelque part et aussi à garder l'énergie pour le retour. Pour le retour. Si tu calculais aussi combien de distance tu as fait, est-ce que tu auras assez d'énergie pour retourner? Eh bien, moi, comme j'avais rien à perdre, j'en avais rien à foutre. La seule chose qui m'intéressait, c'est de faire 1 mètre de plus que toi. Et cette façon de réfléchir, c'était la mienne pendant très très longtemps. Peu importe en fait ce qui me reste, peu importe. J'y vais, l'essentiel c'est de faire 1 mètre de plus que les autres. Cette façon de réfléchir, elle est bonne pour garder la motivation. Au final, c'est vrai qu'il y a des dommages collatéraux. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de répéter cette expérience que j'ai eue à l'époque. Parce que réellement, il y a eu trop de sacrifices. Mais heureusement que l'intelligence est là, l'expérience est là, la réflexion est là. Les gens qui sont autour de moi m'ont donné assez d'intelligence pour pouvoir réfléchir, de faire les choses d'une manière différente. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je suis en 2011, quand je venais d'arriver en France, il y a seulement après quelques années, je commençais à avoir de l'argent qui rentrait. Je me suis dit, c'est pas suffisant, je veux plus. À ce moment-là, j'étais encore avec l'énergie, peut-être d'un jeune gars qui a envie de réussir, juste avec de l'ambition. C'était la seule chose que j'avais. Et donc, à l'époque, ça me donnait beaucoup de force. Aujourd'hui, je ne referais pas du tout la même chose. Pas du tout. D'ailleurs, je ne fais pas la même chose. Je réfléchis autrement. Mais cette époque était spéciale. Vraiment spéciale. Je veux rebondir sur ce que tu dis, Daniel, parce que là, sur justement l'atteinte des objectifs, comment on se fixe des objectifs, etc. Là, quand tu prenais l'exemple, ton exemple, là, l'exemple de la demoiselle là, qui voulait viser 5 millions, évidemment, quand on veut viser 5 millions, qu'on veut viser aussi haut, il faut faire énormément de sacrifices. Hein. Moi, mon propos n'est pas de dire on peut sacrifier des choses. J'en ai sacrifié beaucoup aussi, hein, parce que dans les projets que je fais, que j'ai fait, même si je recherche l'équilibre, hein, la vraie vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc il y a évidemment des sacrifices à faire dans l'entrepreneuriat. Il faut être totalement impliqué. Après, derrière, c'est une histoire de curseur. Et donc cette demoiselle qui dit 5 millions, moi ce que je pense que ce qui est important lorsqu'on se fixe des objectifs, puisqu'un entrepreneur doit se fixer des objectifs quand même, c'est en effet, il y a une phrase magnifique de Saint-Exupéry, hein, je crois que c'est de Saint-Exupéry, mais enfin, moi, je dis tout le temps c'est Saint-Exupéry, moi quand j'annonce quelque chose, j'aime bien Saint-Exupéry, en plus c'était un pilote d'avion, donc viser la Lune pour atterrir dans les étoiles.
Et lorsqu'on fixe un objectif, il faut qu'il soit... alors certes, certains... Là, c'est mon consultant qui reprend le galop. Un objectif, ça doit être smart. Vous connaissez ça, ce truc, cette tarte à la crème. Donc, il faut que ça soit spécifique. M, je sais plus, c'est mesurable. A, ambitieux. Mais il faut que R, ça soit réaliste. Et puis, il faut que ça soit chiffré dans le temps. Bref, c'est surtout, pour tout vous dire, l'objectif, il faut qu'il soit ambitieux. Ça, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit ambitieux, mais il faut qu'il soit réaliste. Et c'est vrai que cette demoiselle, 5 millions, si c'est pas réaliste, surtout si elle fait pas tous les sacrifices du monde, elle aura beaucoup de mal à évidemment atteindre l'objectif. Je voulais moi parler encore d'une dernière petite chose vis-à-vis de Daniel. Après on coupe. Je pense aussi, alors il faut pas que tu le prennes mal, parce que on peut le voir du côté positif et du côté négatif. Ça dépend ce que tu vas dire, vas-y. Oh là là. Je pense que le projet aussi, les projets de Daniel, c'est que Daniel a quand même une estime forte de lui. On ne pourra pas le nier pour ceux qui le connaissent. Et ça, c'est sa force. C'est que quand on est gourou ou quand on est leader d'opinion, on va appeler du leader d'opinion parce que gourou, c'est un peu... j'aime pas trop. Gourou, c'est un peu connoté, je suis d'accord. Mais quand on est leader d'opinion, qu'on connaît quand même le business, qu'on est un peu respecté par ses pairs, ou on va dire qu'on ne crée pas l'unanimité parce qu'on dérange. Donc on est quand même un leader d'opinion. Qu'on crée une radio sur l'entrepreneuriat, qu'avant, Daniel a toujours son centre de formation IBS Formation, etc. Donc c'est quand même des actes forts sur le marché. Et donc Daniel a, on va dire, un ego fort, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle vulgairement, qu'on dit beaucoup, parce que je connais quand même un peu le monde politique, et ça c'est une caractéristique de beaucoup des hommes politiques, c'est d'être narcissique. Narcissique, mais pas forcément négativement, parce qu'on peut le voir négativement, narcissique, ouais, il regarde que sa gueule. Mais sans regarder que sa tête, Daniel incarne beaucoup les projets qu'il fait. D'ailleurs, la preuve en est, là, il est à la radio en train de nous parler, et on voit sa tête, on voit la mienne aussi, mais c'est rare, c'est plus rare, vous le reconnaîtrez. Non, on le voit tout le temps. Voilà. Daniel, on le voit souvent. Daniel Nadjar, sur BIM, on le voyait aussi beaucoup. Et la capacité, mais c'était trop tôt en 2011 quand on s'est connus et que ça n'a pas marché, donc je ne peux pas dire que c'est ça qui a créé l'échec, mais c'est vrai qu'il incarne énormément ces entreprises, et ça a évidemment un atout énorme, parce que ça permet de créer finalement une marque autour de soi, mais ça crée aussi une fragilité de l'entreprise. Ça, il faut en être honnête, il faut pouvoir s'extraire de cette incarnation, parce que demain, on n'est pas immortel. Évidemment, Daniel, il a une longue vie, il a une carrure robuste, etc. Donc voilà, mais néanmoins, une entreprise, si elle veut aller dans la durée, elle ne doit pas se résumer à l'incarnation d'un et un seul personnage. Regardez l'exemple d'Apple. Même si Apple a réussi sa transformation après le décès de Steve Jobs, mais quand même, on s'est posé des milliers de questions. Puis il y a des entreprises comme celui qui incarne la personnification, le narcissisme total aujourd'hui, c'est Elon Musk. On en parle avec et pourtant c'est un génie. Ce gars, il envoie maintenant des fusées comme si on allait à la boulangerie. Enfin, j'exagère un peu, mais et puis les Tesla, tout ce qu'il fait sur le véhicule électrique. Enfin, il apporte énormément à la société. Mais regardez ce narcissisme. Ce gars-là, il peut faire peur, même tellement il pèse. Eh ben, toute proportion gardée, même si j'espère que Daniel sera le Monsieur Musk du futur. Pourquoi pas dans le monde immobilier et même dans le monde. C'est où j'enverrai des gens sur la Lune ou on m'enverra là-bas. Peut-être qu'à mon avis, il visera Mars, parce que je connais Daniel, il est ambitieux, donc il visera peut-être Mars avant pour faire la course avec lui. Dans mes trêves de plaisanterie, ce que je dis, c'est que moi, je pense que c'est un danger. Musk, ce qu'il fait est magnifique, mais c'est un danger dans l'entrepreneuriat au sens, moi, que je l'évoque. Évidemment, ce n'est pas un danger. Si on prend le profil de Daniel va le trouver génialissime, ce gars, parce qu'évidemment, il est incroyable. C'est vrai qu'il est incroyable. Mais l'entrepreneuriat dans le temps, il faut faire très attention
de pouvoir bien s'entourer, de pouvoir que la marque puisse s'incarner autrement que par son C'est vrai que c'est personnage. difficile, ça. C'est un travail Son difficile. personnage, mais surtout pour toi, parce que Bah oui, bien sûr. en fait, tu as une certaine compétence, et c'est aussi ça qui aurait pu poser problème dans le futur de Mime. Ouais, ça va poser Alors, problème. Je le raconte d'ailleurs. Tu devrais regarder écouter cet épisode. Parce Alors que je raconte ça. voilà, j'ai peut-être pas Non, écouté non, cet épisode. j'ai parlé de ça parce que c'était ça qui était vraiment difficile. C'était que malgré tout, peu importe ce que je faisais, je te donne un exemple d'un cas qui m'a rendu fou en fait. À l'époque, on faisait beaucoup d'argent. On faisait beaucoup d'argent, on faisait des millions. Et l'argent, il venait tellement facilement qu'il me rendait. Moi, j'ai pris la grosse tête à l'époque aussi. Hein. Ça a beaucoup Alors changé. ça, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu dès le début. Non, J'ai vu c'était des pire. vidéos. Non, mais j'avais pas la même grosse tête. À l'époque, c'était la grosse tête d'ambition. Après, c'est la grosse tête du succès. Ouais. C'est pas du tout la même. Mais à une époque, je faisais un truc, par exemple, euh, une fois qu'on avait gagné beaucoup d'argent, je me suis dit, on va les donner à des associations. D'accord. Et je suis parti voir les Restos du Cœur et j'ai voulu faire un chèque de 10 000 euros. Et je suis parti en faire une vidéo. D'accord. Bah, écoutez, bim. Et le chèque était en bois. Non, c'était un bon chèque. Non, j'ai voulu dire, voilà, on a gagné de l'argent, on le redistribue un tout petit peu, d'accord. J'ai voulu dire ce message. C'était ultra sincère, ultra bienveillant, ultra réel. Je mets une vidéo que j'ai dû retirer et jeter à la poubelle parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais, Ils m'ont insulté. Mais qu'est-ce qu'il se prend? Pour qui il se prend celui-là? C'est facile de donner de l'argent quand t'as gagné de l'argent. Espèce de nanti, etc. Je dis, mais vous êtes tarés ou quoi? Dire, à un moment donné, il faut. Et après, on m'a attaqué personnellement sur plein de trucs. Même au moment où je décide de fermer la boîte, on m'attaque sur plein de trucs. Quand je décide de créer la boîte, on m'attaque sur plein de trucs. Quand je recrute des gens parce que les gens ils viennent à moi parce qu'on on est meilleur, on m'insulte sur plein de trucs. Donc à la fin, c'est vrai que beaucoup, pas à la fin, et pendant tout le chemin, et pendant presque 5 ans, la majorité des gens m'ont attaqué à moi personnellement, m'ont même pas attaqué la boîte, on a attaqué à moi. Ouais, mais Daniel, ça c'est autre chose. Là, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Ouais. on le sait, ça c'est pour les chroniqueurs des émissions de télé, Ouais, les ouais, politiques, ça fait comme ça. les gens qui font du bruit. Ils sont bâchés, à moins d'être ultra consensuels et d'être dans le mainstream. Dès qu'on a, on va dire, une vision un peu différente du business, qu'on dérange, mais on est coupé en rondelles sur les réseaux sociaux. Mais à la rigueur, les réseaux sociaux, il ne faut pas forcément tout regarder parce que sinon. Ou en tout cas, C'est prendre difficile. beaucoup de recul. Ouais. Aujourd'hui, ça arrive. Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile. Disons que celui qui pratique et qui a l'habitude de se faire découper en rondelles, au bout d'un moment, il prend un peu de recul. C'est-à-dire, bon, je suis encore coupé À en l'époque, rondelles. c'était difficile. À l'époque, ouais. d'abord, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. À l'époque, par exemple, on ne pouvait pas bloquer quelqu'un qui t'insultait sur le net. On ne pouvait pas. Il fallait laisser le message tel qu'il était. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal personnellement. Tu sais, parce qu'autour de toi, tu as quoi? Tu as tes enfants qui regardent, tu as ta femme qui regarde, tu as tes amis qui regardent. Et les gens, ils te disent, mais t'es un truand en fait. Non, je suis pas truand. Juste, ils me détestent, les gens, c'est tout. Et tu as du mal à expliquer tout ça. Et d'un coup, ça rentre dans ta vie perso. Et après, tu as une sorte d'envie de revanche. Ah, ils m'ont insulté, alors je vais gagner plus, je vais faire plus. Et d'un coup, tu as un engrenage qui rentre dans ta tête. À l'époque, l'ego avait une grosse partie dans mes décisions. La fierté avec une grosse partie dans mes décisions. Et c'est une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché là où je voulais aller. C'est-à-dire que je prenais des décisions des fois sur la colère, des fois sur l'émotion, ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'époque, je ne savais même pas quel était le résultat de prendre une décision sur la colère. Et quand je prends une décision sur la colère, je vois le résultat. Et le résultat, c'est pas genre, fais chier Daniel. Non, d'un coup, c'est des personnes qui s'en vont. Et c'est des milliers d'euros que tu perds. Et après, c'est des procès qui arrivent, etc. Et donc, d'un coup, il y a un impact dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Plus tu montes les échelons, disons, social et les échelons en termes, je sais pas moi, de chiffre d'affaires ou de revenus, d'un coup, t'es pas vu, t'es différent aux yeux des gens. Moi, j'étais pas différent. Les gens me voyaient différemment et d'un coup, tu agis différemment. Mais bon, voilà. Bon, ça fait 1 heure qu'on parle, mon cher Jacques. Daniel, je voulais évidemment Vas-y. pour conclure Vas-y, te conclue, mon petit remercier infiniment pour ton invitation. Ça fait toute la journée là qu'on a passé ensemble. C'était vraiment riche. On a parlé de différentes choses. Là, je crois qu'il y a une petite partie de poker où on va essayer de personnaliser le poker avec l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. On fait ça en live juste après. On va conclure la journée comme ça. Moi, j'ai été vraiment ravi de passer Merci un à peu toi, de Jacques. temps avec tes auditeurs. J'espère que ça a pu intéresser et j'espère qu'il y aura plein de questions, plein de retours. Je serai ravi de revenir sans doute au mois de septembre pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ouais, ça va être super cool. Et en tout cas, merci à
toutes et à tous de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, même si j'espère que vous ne garderez pas de moi l'homme des procédures, parce que c'est pas du tout, en plus, moi je suis plutôt un gestionnaire de projet. Hein, c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat, c'est de la gestion de projet. Dans la gestion de projet, il y a à la fois la phase de conception marketing, mais il y a aussi la phase d'exécution. Et c'est pour ça que là j'ai beaucoup parlé de ça. Mais tu vois comment la gestionnaire de projet et la gestion de projet, pour réussir des projets de transformation, des projets, parce que finalement c'est ça l'entreprise, c'est du projet, c'est du projet de transformation. Et tu vois comment on la retourne. On s'est pas entendu à l'époque en tant qu'associé, mais aujourd'hui tu vas devenir formateur chez Capitch. tu vas amener des choses super intéressantes à plein d'entrepreneurs. Alors, en effet, ça c'est en avant-première là. Oui. Daniel, il est toujours en avance de phase, mais ça c'est son profil. Je suis un impatient. On est en train de concocter en effet un petit parcours de formation autour d'une thématique qui est chère dans l'entrepreneuriat, puisque moi j'ai accompagner des entrepreneurs à entreprendre, à mener leurs projets de transformation. Et au cœur de ces projets de transformation, j'ai toujours mis dans ma méthodologie et dans mon accompagnement le client, leur client. Et finalement, entreprendre, c'est savoir capitaliser correctement sur ses clients, sur ses futurs clients et sur ses clients actuels. Le capital client, c'est vraiment fondamental, c'est un peu la nourriture de l'entreprise. Parce que sans les clients, évidemment, vous n'êtes rien du tout. Et quand je parle de clients, c'est évidemment, ça peut être utilisateur pour ceux qui sont dans le web, ça peut être usager pour ceux qui sont dans le secteur public, ça peut être auditeur ou à la radio ou fan sur YouTube, ou follower sur Insta. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous compreniez, enfin en tout cas j'essaierai au travers de 7 modules de formation de vous présenter ce que j'ai pu apprendre dans les différents projets que j'ai menés avec des entrepreneurs. C'est que le client, c'est vraiment votre nourriture, et la question c'est comment on fait, et que derrière évidemment il y a des outils, il y a des choses vraiment clés en main. Donc on verra tout ça à la rentrée. Si c'est pour la rentrée. Voilà. Et si on est 100% d'accord sur un sujet, c'est bien celui-là. Et là-dessus, on s'entend bien. Et tu vois que la roue tourne, donc c'est pas grave, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et quoi qu'il arrive, l'essentiel, c'est garder bon terme avec les gens. Et moi, je t'adore, tu sais très bien. On est potes, quoi qu'il arrive. Et je suis content de te faire entrer en tant que formateur chez Capitch, parce que c'est l'objectif, c'est d'amener des gens super intéressants et intelligents qui savent faire des choses pour transmettre aux autres. Parce que ça, ce que je fais sur la radio, c'est ça que je fais à l'école. Merci en tout cas. Ravi encore, et j'espère vous voir peut-être en chair et en os, en tout cas sur le web, pour les auditeurs qui voudront suivre quelques formations. Merci, à bientôt. Merci à toi, Jacques. Alors les amis, pour finir et pour faire une petite surprise à Jacques, je ne sais pas si tu sais, je me suis mis à écrire du rap, Jacques. Alors écoute la chanson que j'ai écrite quelques années après BIM, tu vois, pour faire une conclusion. Tu ne la connais pas. Et tu connaissais même pas mes talents d'écriture, d'écrivain et de poète. Je m'attends pas au pire, parce que vu son talent, il va encore nous sortir un nouveau business. Non, pas du tout. Non, c'est juste une chanson qu'on a écrite pour faire rappeur 3.0. Non, c'est pas moi qui ai rappé, c'est la chanson. C'est rappé par un rappeur, mais c'est écrit par moi, et c'était un peu le parcours. Et tu vas te reconnaître. En tout cas, les amis, ce que je vous donne rendez-vous, c'est dans 10 minutes. J'avais envie de faire en live une petite partie de poker avec Jacques et avec des personnes qui sont avec nous dans la société. Et donc, on va faire une partie de poker qui va être diffusée en live avec des caméras un tout petit peu partout. Vous verrez nos cartes et vous allez pouvoir réfléchir avec nous. Mais le plus important dans tout ça, c'est quel est le rapport entre le poker et le business. En effet, moi, je reste avec vous encore. Je ne sais pas si on aura les mêmes auditeurs, si les auditeurs. Non, c'est sûrement d'autres personnes, ceux qui sont rentrés à la maison maintenant. Voilà, mais en tout cas, pour ceux qui restent avec nous, ça va être super sympa, parce que vraiment, moi qui suis joueur de poker et Daniel aussi, le rapport entre le poker et la vie, et puis on va dire la vie d'entrepreneur, il y a vraiment des similitudes. On va essayer de vous faire partager tout ça. Et les amis, pour bien écouter le parcours d'un agent immobilier de A à Z, d'un négociateur immobilier de A à Z, on a écrit une chanson qui s'appelle Fonce. Comme où ça? Tu me diras ce que t'en penses, mon cher. Tu rigoles. Écoute. Faut que je vous raconte un truc, non, c'est d'art. Bah vas-y, écoute, il y a un pote à moi, il cherchait du boulot. Ouais, il est parti dans une agence immobilière. Ouais. Et il a dit, ouais, c'est quoi les compétences pour être agent immobilier? Ils ont dit, sors ton chéquier. Ah, les fumiers, faites surtout pas comme lui, les gars. Écoutez le son. On va vous donner le son. Yeah, ouais, IPS, yeah, c'est sur Capitch. Let go,
Et en pleine reconversion, c'est pas une religion, c'est pas ta seule mission, on est une comparaison. Fausse dans l'immobilier et commence à payer. C'est ce que plein de bouffons t'ont dit, comme un con t'a plongé. On t'a dit d'entreprendre, mais tu sais pas comment. Et on t'a dit de vendre, mais t'as rien à te revendre. Mais je vais trouver. Alors tu vas chercher, mais sans jamais rien trouver. Et quand enfin tu te trouves, on te dit gamin va jouer. Des fois tu fais des ventes et tu sais pas pourquoi. T'as touché ta com et là tu te prends pour un roi. Jour après jour tu le fais, mais tu comprends toujours pas que ton fonds de commerce c'est pas tes biens mais c'est toi. Maintenant négo et goût, tout est la vérité. Elle est pas dans une salle ni dans un salon. Elle est où alors? Car c'est pas ton parrain là qui va t'enseigner. C'est qui alors? C'est ton seul vrai coach, seul unique, le vrai. Alors fonce, pas trop vite. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Fonce, pas trop vite, négo. C'est un marathon, c'est pas un sprint, négo. Fonce, pas trop vite. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Fonce, pas trop Attends le deuxième couplet. C'est un marathon, c'est pas un sprint, négo. La prospection de terrain, c'est sympa, c'est bien. Merci. Et quand tu tapes aux portes, c'est pas pour faire un câlin. Tu dois donner aux gens la folle envie de te suivre, de parler de leurs problèmes et surtout où est-ce qu'ils veulent vivre. Et si t'arrives à leur dire ta vérité, que tu es là pour eux, mais pas que pour le blé, tu vas créer pour toi et ta société la seule chose que tu cherches, au fond, une notoriété. Tous les pros de l'IMO te diront la même chose. Allez, va sur le bon coin, c'est sûrement une bonne chose. Et alors, tu ne pourras pas les croire car ils sont paumés. Leur vieille façon de faire, mec, c'est déjà du passé. Le business est dans le sang, je crois que maintenant tu le sais. Et si tu veux un logo, ben je vais te le donner. Tu te regardes dans la glace, t'as plus qu'à l'imprimer. Presque une chose à faire et ça tu le sais. Je crois que j'ai capté. Pas trop vite. Alors qu'est-ce que t'en penses mon cher Jacques? Honnêtement, à mon avis tu peux tenter le disque de platine. Et d'ailleurs je me demande, honnêtement c'est bien, je sais pas, il faudra que tu me parles de tes rappeurs là, parce que c'est bon. Le plus important c'est l'écriture, le rap il y en a plein. Des rappeurs il y en a plein. Alors on s'est pris la tête pendant une soirée une fois et on a fait des trucs comme ça. Et on a fait plein. Mais t'étais à jeun ou non? Non, honnêtement, c'est bien, c'est sympa. Ah, c'était cool, c'était cool. C'est sympa. Les amis, passez une bonne soirée. Non, quelle passez une bonne soirée. On se retrouve dans 5 minutes. T'oublies le plus important de la soirée. J'oublierai tout. On se retrouve dans 5 minutes, on fait un live de poker. Salut ça sera sur Facebook et sur YouTube en même temps sur les chaînes de Capitch. Allez-y, ça va être super cool. À bientôt les amis. Allez, merci encore Daniel, merci. Merci à toi Jacques, merci, bye. Capitch Radio, so dedicated, help with business.